Un jeune, Liu Mingfei, se réveille dans un endroit chelou avec son grand frère. Il lui dit qu'il pourrait mourir à tout moment, qu'après il s'endormirait longtemps, se réveillerait pour la guerre, puis rentrerait, et surtout de ne pas faire confiance aux humains. Mingfei part, son frère le suit. En ouvrant la porte, il découvre un champ de bataille jonché de morts et de blessés. Il marche jusqu'à trouver Mingfei blessé à l'épaule. Mingfei se réveille dans le monde des humains, ado, jouant aux jeux vidéo avec ses potes. Il perd, mais est soulagé que son ami ne sache pas qu'il utilisait un stick sur le clavier. Faut dire, il est nul. Il reçoit un défi de Nono. Pensant que c'est une fille, il accepte, bien décidé à la battre sérieusement. Il sort le grand jeu, mais est surpris par sa voix. Il est niveau 3, elle niveau 2, donc elle ne pouvait pas gagner. Mingfei, curieux, vérifie son compte. Aucune info. Une fille mystérieuse, quoi. Pendant ce temps, Nono, dans une voiture de luxe, le trouve bon joueur, sans plus. Sheng et Eki, avec elle, sont étonnés que leur manager veuille absolument recruter Mingfei. Nono est surprise qu'il soit classé S malgré son niveau moyen et décide d'enquêter. Elle appelle Norma pour qu'elle se renseigne sur Mingfei. Norma lui dit que c'est juste un lycéen de 18 ans, sans amis, comme beaucoup de fans de jeux et d'animés. Nono est surprise qu'il soit si sympa en jeu, malgré son manque d'amis. Norma lui dit qu'il vit dans son monde, loge chez son oncle et a un crush sur une fille de sa classe. Nono continue de questionner Norma sur sa vie pour l'analyser. Mingfei, lui, est super content. La fille qu'il kiffe a répondu « Il se voit demain ». Il sort de sa chambre, sa tante l'appelle pour les promos du jour. Son cousin lui demande sèchement d'acheter le dernier numéro de son magazine préféré. Norma, elle, révèle à Nono que Mingfei se fait passer pour une fille en ligne, Twilight Scar, pour draguer son cousin Ming et se venger. Sa tante commence à le gronder pour ses jeux quotidiens. Lassé de ses reproches, il s'enfuit. Il va acheter le magazine de Ming et y rencontre le vendeur avec qui il s'entend bien. Quand le vendeur lui demande son avenir, Mingfei répond qu'il veut juste tenir un magasin et gagner de quoi tenir un mois. Pendant ce temps, Nono et ses amis apprennent son rêve. Shang est scandalisé qu'un tel bon à rien rejoigne leur université à la demande du directeur. Mais il décide d'attendre l'entretien avec Mingfei. Sur le chemin du retour, Mingfei va à la boîte aux lettres. Il demande au facteur s'il a du courrier ayant postulé à l'étranger. Le facteur lui donne un petit papier. Il pense être rejeté. Mais non, c'est une enveloppe avec un téléphone cher dedans. Il trouve une lettre. Rejeté de l'université où il avait postulé, mais accepté à l'université Kassel. Il vérifie le téléphone, un seul numéro, celui du professeur Yudirian. Il se gifle avec le téléphone pour s'assurer qu'il ne rêve pas. Rentré, il raconte à la famille de son oncle. Ils ne peuvent pas croire qu'un type comme lui soit accepté à Kassel, une université si prestigieuse, pensant qu'on le trompe. Nings n'arrête pas de le décourager, disant que son niveau ne lui permet même pas de passer le portail. Un énorme hélicoptère atterrit devant leur maison. Un homme, Xiang, en sort, lui donne une robe, s'agenouille et lui dit qu'ils ont besoin de lui. Ses proches sont surpris que Xiang, un génie, s'agenouille devant eux et l'appelle leader. Mais en fait, tout ça, c'était juste l'imagination pathétique de Mingfei qui regardait ses proches se disputer. Quand il décide de retourner dans sa chambre de jeu, il trouve un appel. Sa tante répond et lui dit qu'il a un rendez-vous demain à l'hôtel. Mingfei est surpris que ce soit réel. Il demande à son ami Liu Tang de vérifier l'université. Il découvre que c'est une vraie, reconnue et réputée pour les riches. Il encourage Mingfei à s'inscrire pour échapper à sa vie misérable avec ses proches. Mingfei se demande comment il va réussir l'entretien. Tang lui dit de s'entraîner et d'anticiper les questions pour obtenir leur approbation. Le lendemain, Mingfei va à l'entretien, nerveux, à l'entrée de l'hôtel. En entrant dans la salle d'entretien, il trouve plein de gens qui connaissent son nom. C'est un groupe d'étudiants venus passer l'entretien comme lui. Il pense qu'il les a pour faire le nombre, mais est content de trouver Wen, la fille qu'il kiffe. Un candidat entre. Il tente de saisir l'occasion de lui parler, mais l'étudiant ressort vite, déçu. L'entretien n'a pas duré 1 minute. Quand c'est le tour de Wen, il lui souhaite bonne chance et l'attend. Il va la voir et essaie de lui demander pour l'entretien, mais c'est son tour. Impossible de continuer la conversation. En se retournant, il est surpris de voir un groupe de personnes et manque de tomber. Mais Shang le rattrape juste à temps, Aki s'approche et lui dit que c'est elle qui va l'interviewer. Quand il s'assied, il est surpris.
La première question est s'il croit aux aliens au lieu de se présenter. Il est énervé, son entraînement avec Tang sur les questions habituelles était vain. Il se ressaisit et tente de répondre avec tact, montrant qu'il est cultivé, mais il est gêné quand Shang lui demande de répondre naturellement, ce qui le met en colère à nouveau. Il décide d'être spontané et lui dit qu'il monte sur le toit la nuit pour regarder les étoiles. Il pense à l'infini de l'espace et qu'avec toutes ces galaxies, il n'y a pas d'autre planète habitable pour l'homme que la Terre. Shang déduit de sa réponse qu'il est solitaire. Aki lui demande s'il croit aux super-pouvoirs. Il répond avec enthousiasme, expliquant qu'il les a vus dans les animes toute sa vie, ce qui prouve leur existence. Mais il décide de donner une réponse plus logique. Il y croit, comme aux aliens, sans preuve claire. Aki lui demande ensuite s'il croit au monde spirituel et à la vie après la mort, ou au monde physique sans au-delà. Ming-Fi est choqué et abasourdi par les questions qui ressemblent à une expérience sociale. Il a des pensées négatives, il se moque de lui ou essaie de le rejeter pour se donner bonne conscience. Il décide de quitter l'entretien pensant que c'est une perte de temps. En sortant, les autres étudiants le félicitent d'avoir tenu plus longtemps que les autres, mais il les ignore et va retrouver Wen. Yudarian arrive avec Nono et leur demande comment l'entretien s'est passé. Ils lui disent qu'il est parti car les questions ne lui plaisaient pas. Yudarian est furieux et dit à Shang qu'il doit l'empêcher de partir par tous les moyens, même s'il doit s'agenouiller et supplier. Il leur ordonne de le ramener à l'hôtel immédiatement. Pendant ce temps, Ming-Fei est avec Wen. Elle lui dit qu'elle veut faire une fête d'adieu avant la fin du lycée et ils se donnent rendez-vous au mini-théâtre dans 2 jours. Après son départ, il n'arrête pas de penser à elle, rêvant de l'épouser et de vivre dans une petite maison. Il pensait que sa vie serait géniale comme ça. Rentré, il est surpris par ses proches qui lui disent que quelqu'un les a appelés pour dire qu'il avait réussi l'entretien et devait rencontrer Yudarian à l'hôtel demain. Le lendemain, au petit déjeuner à l'hôtel avec sa famille, il rencontre Yudarian, celui-ci ignore son oncle, lui serre la main en premier, puis tente de les appâter avec de l'argent. Ming-Fei recevrait 36 000 $ par an de bourse juste pour aller à l'université. La tante matérialiste est ravie, devient flexible et l'accueille à l'université. Yudarian dit à Ming-Fei qu'il a un talent unique en 100 ans et le potentiel d'être un étudiant de l'université. Ming-Fei pense que Yudarian le félicite pour son travail acharné. Yudarian leur dit qu'il a une autre raison de l'admettre. Ming-Fei découvre que ses parents étaient d'anciens diplômés honoraires de l'université. Il lui donne la lettre de ses parents, lui disant qu'il l'aime. Ming-Fei est si perturbé qu'il s'isole dans la salle de bain. Il lit la lettre de ses parents au directeur. Sa mère lui demande de s'inscrire à Castle, disant qu'il est intelligent, malgré ses mauvaises notes, et de lui dire de leur part que ses parents l'aiment. Il est assis, pleurant seul, quand Nono s'approche et lui dit qu'il est entré dans les toilettes des filles. Son visage affichait l'expression la plus stupide, entre tristesse et idiotie. Quand ils se retrouvent, Yudarian leur dit que Nono est une des étudiantes les plus talentueuses. Ming-Fei trouve son nom familier mais ne veut pas y prêter attention, ça pourrait être une coïncidence. Yudarian demande à Ming-Fei s'il y a une raison pour qu'il ne puisse pas aller à l'université. Ming-Fei dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Ses proches sont furieux et lui disent que l'offre de 36 000 $ ne se présente pas tous les jours. Yudarian demande s'il veut quelque chose et qu'il le ferait. Nono pense qu'il veut que sa copine Wen rejoigne la même classe. Il leur dit que non, elle ne tombera jamais amoureuse de lui. Ming se moque de lui, voulant une copine alors qu'il n'a pas d'amis. Ming-Fei suspecte Nono et se demande si elle devine où c'est pour son crush sur Wen. Il a le sentiment que c'est la fille du jeu vidéo et ses soupçons sont confirmés quand il l'entend dire qu'il est passé niveau 3. Après ça, il est assis le soir, pensant à tout ce qui s'est passé. Il se sent frustré d'être indécis avec Wen. Il imagine lui parler, lui raconter ses histoires, s'imaginant héros et Wen héroïne, se demandant s'ils pourraient vivre leur propre histoire un jour. Nono est derrière lui. Il manque de tomber du toit, mais elle le rattrape. Elle lui dit qu'elle a été repérée par Norma et est venue à la demande de Yudarian pour le persuader d'aller à son université. Elle lui demande s'il hésite à cause de Wen et propose de lui dire ce qu'elle ressentait pour lui. Excitée de savoir, elle brise ses espoirs en disant qu'elle ne l'aimait pas et qu'il n'avait aucune chance de l'impressionner. Il lui dit qu'elle ne sait rien de leur relation et que ce n'est pas à elle de dire s'il a une chance ou non. Elle lui demande s'il a déjà essayé de l'inviter au cinéma, de lui offrir des fleurs ou un cadeau d'anniversaire. Quand elle trouve ses réponses négatives, elle est furieuse qu'il aime la fille sans jamais essayer de l'approcher. Il lui dit qu'il l'aime de tout son cœur, mais qu'il n'est pas assez attirant ou beau pour l'impressionner et ne peut pas lui avouer ses sentiments.
Nono reçoit un appel de Yudarian qui l'autorise à user de la force si nécessaire pour le persuader. Quand elle raccroche, elle lui dit que l'amour est dur, surtout si l'autre est difficile, mais il a tort de penser qu'il ne regretterait pas de ne pas avoir exprimé ses sentiments et suggère qu'il prenne son courage à deux mains pour lui avouer son amour devant tout le monde. Ming-Fi ressent un élan d'excitation et jure qu'il le fera à leur cérémonie de remise des diplômes dans 2 jours. Elle lui dit que s'il réussit, sa chance d'entrer à l'université disparaîtra à jamais et part discrètement. Pendant ce temps, Yudarian est sur des charbons ardents, attendant que Nono lui dise qu'elle l'a convaincu d'aller à l'université. Aki et Shane le rejoignent pour lui dire qu'ils se dirigent vers le barrage sur ordre du professeur Lars pour prendre le relais. Après quoi, Nono appelle Norma pour des infos détaillées sur Wenwen. Le lendemain, Ming-Fei et Wenwen réussissent à réserver le théâtre pour la fête d'adieu de demain. Ils profitent de sa journée avec elle et lui offrent un bouquet de fleurs. Ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'ils soient surpris quand Nono apparaît de nulle part et dit à Wenwen qu'elle est sa camarade de classe. Wenwen décide de partir pour leur laisser de l'intimité. Il est en colère qu'elle soit partie à cause de Nono. Quand il lui demande pourquoi elle a interrompu leur rendez-vous, elle lui dit qu'il devrait la laisser partir immédiatement. Il est surpris que son avis soit différent de celui d'hier. Elle lui dit qu'il doit décider ce soir s'il rejoint Cassel ou non, car Yudarian part tôt le matin. Il pense qu'il doit renoncer à Cassel ou à Wenwen. Il lui dit qu'il ne pouvait pas abandonner sa copine, quoi qu'il arrive. Nono cède et part discrètement, se moquant de sa décision d'abandonner l'université pour une fille comme ça. Ming-Fei lui dit qu'elle comptait beaucoup pour lui et il maintient son opinion, même si tout le monde le prenait pour un fou. Rentré, il commence à s'entraîner devant le miroir à avouer son amour à Wenwen. Le lendemain, il prépare un bouquet de roses blanches avant la cérémonie, puis s'entend avec le DJ pour une chanson romantique au moment de lui donner les roses. Assis, pensant au discours qu'il allait faire à la cérémonie, ses pensées sont interrompues par son collègue Ming-Fei qui lui dit que la cérémonie va bientôt commencer. Il lui donne un costume et lui dit que Wenwen a dit qu'il devrait porter une tenue formelle pour le discours. Quand il met le costume et rejoint tout le monde, ils commencent à se moquer de lui, une camarade le traitant de singe en tenue de soirée. Mais il l'ignore, rejoint les autres et commence à répéter son discours et ses mouvements. Quand les lumières s'éteignent, il se souvient des mots de Nono et de sa suggestion d'avouer son amour à Wenwen devant leurs amis et de lui offrir des roses. Il sent que c'est le moment parfait. Il monte sur scène et avant de dire quoi que ce soit, un camarade l'interrompt pour se placer à l'endroit désigné. Il cache les roses derrière son dos puis voit « Je t'aime » écrit sur l'écran de scène. Il se demande ce qui se passe, mais est surpris quand Ming-Fei entre, qui avait déjà décidé que c'était le bon moment pour avouer son amour à Wenwen. Il s'approche de Ming-Fei et lui demande sarcastiquement de retourner à sa place. Il réalise que son ami l'a trompé et devient la risée de tous. Et Wenwen va vers la personne qui la mérite. Quand il l'entend lui dire qu'elle l'aime, il lâche le bouquet et reste immobile, choqué. Il sent qu'il va mourir de douleur, ayant tout perdu. Mais il est surpris quand Nono entre dans la salle avec des filles et lui dit qu'il a des choses plus importantes à faire. Elle s'approche et dit qu'elle ne pourrait pas retourner à l'université tant qu'elle n'aurait pas son consentement pour s'inscrire. Il cède à la réalité. Nono demande aux filles de le changer, puis elle l'habille d'un nouveau costume. Nono s'approche, lui prend le bras et il quitte la salle discrètement. Elle lui demande s'il veut regarder en arrière, mais il lui dit qu'il veut avancer. Sur le chemin de l'université, il lui dit qu'il n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Il lui demande pourquoi elle était venue à la salle. Elle lui raconte ce qu'elle a appris sur Wenwen via Norma. Elle était déjà en couple avec Ming-Fa et ils communiquaient constamment. Après un moment, la voiture s'arrête en panne d'essence et il s'assoit pour parler dans la rue. Il lui demande pourquoi elle est si gentille. Elle lui dit que tout ce qui l'intéresse est de le faire entrer à l'université, mais il n'est pas convaincu, disant qu'elle ne pouvait pas le voir souffrir dans ce théâtre et qu'en tant qu'aîné, c'était son devoir de s'occuper de lui. Ming-Fei décide de s'inscrire enfin à l'université Castle car il ne peut plus vivre dans cette ville et appelle Yudarian pour lui dire sa décision. Nono dit qu'il voulait une vie normale avec des choix clairs mais qu'une fois l'appel terminé, ses choix disparaîtront à jamais. Après avoir raccroché, un dossier est créé dans le système Norma avec toutes ses infos et il peut utiliser le système comme il veut. Le lendemain, Ming-Fei voyage jusqu'au campus de l'université Castle. Arrivé, il demande au gardien où se trouve une ligne de train. Le gardien le prend pour un SDF vu son allure pathétique et lui conseille d'appeler l'ambassade s'il n'a pas d'argent. Ming-Fei est assis à l'aéroport, pensant comment aller à Castle sans la gare, qui n'existe pas, et sans beaucoup d'argent. Il pense à acheter de la nourriture, mais les propriétaires du restaurant lui disent que les SDF ne sont pas autorisés. Il est en colère et leur dit qu'il a de l'argent et n'est pas SDF, jusqu'à ce que quelqu'un se tienne devant lui et lui demande une pièce. Quand Ming-Fei se tourne vers lui, il pense qu'il est SDF et continue de lui parler sèchement. Mais la personne lui dit qu'il n'est pas SDF et s'appelle Finger Logan. C'est un étudiant, mais il est en difficulté pour des raisons externes, ce qui le fait sympathiser car ils sont dans la même galère.
Puis il remarque qu'il porte une carte avec le logo de l'université Castle. Alors il lui dit qu'il était son aîné à cette université, mais Ming Fei pense qu'il ment pour lui soutirer de l'argent. Alors Finger sort sa carte prouvant qu'il est étudiant comme lui. Après ça, ils s'assoient et discutent. Finger lui dit qu'il est en 8e année à l'université. Mais d'habitude, les étudiants finissent en 4 ou 5 ans. Lui a échoué 4 ans d'affilée, c'est le plus connu de l'université, le roi de la loose quoi. Ming Fei lui a demandé quelle ligne de train prendre, il a dit que c'était une ligne secrète sans horaire fixe. Si son niveau était top, l'université enverrait un prof le chercher, mais ils doivent attendre car ce sont des nuls. Ming Fei a été surpris que Finger s'endorme en pleine discussion et a dû attendre seul le train qui pouvait arriver n'importe quand. Mais il s'est aussi endormi et a fait un rêve bizarre, des gens avec des torches couraient et lui restait là, perdu. À son réveil, Finger n'était plus là. Il a vu une pleine lune immense comme dans son rêve et un gamin lui a dit que son passé le hanterait au son de la cloche du train. Que le sommet de la montagne de bronze fondrait bientôt, les mers bouilliraient et une tempête détruirait tout. Ming Fei ne captait rien, pensant qu'il était sans abri. Il lui a proposé un verre ou d'appeler quelqu'un, mais a été surpris quand le gamin l'a appelé frère et s'est senti en feu. Puis il s'est réveillé pour de vrai. Finger lui a dit de se dépêcher, le train était là. Ming Fei s'est émerveillé de son rêve, puis a flippé en voyant un garde dire aux étudiants d'aller au train, sortant de l'ombre comme un fantôme. Finger s'est approché et lui a demandé son niveau. Le garde a dit que son rang avait chuté au plus bas alors qu'il était de rang A à ses débuts. Quand Ming Fei s'est avancé pour donner sa carte, le garde, entendant son nom, s'est énervé qu'il soit de rang S. Finger était choqué que personne ne vienne le chercher. Vu qu'il était au même niveau que le président de l'université, on lui a dit que Yudarian devait venir. Mais quand il a inséré sa carte dans la porte, un train spécial serait envoyé pour le transporter seul. Ming Fei était choqué d'avoir perdu tout ce temps à attendre. Quand il a inséré sa carte, toute la gare s'est illuminée, annonçant l'arrivée du train CC1000. Il a été surpris par des gens aux allures de zombies l'accueillant. Le garde lui a dit qu'il les avait invoqués avec sa voix et qu'il ne lui ferait mot pas de mal. À l'arrivée du train, Yudarian en a sauté, ravi d'être accepté. Ming Fei a senti pour la première fois à quel point il était spécial. Il est monté avec lui. Après s'être changé, Yudarian a demandé à Finger de conduire pour parler à Ming Fei en privé, lui donnant des instructions avant l'université. Il lui a ensuite donné un accord de confidentialité, lui demandant de le signer, puis il a expliqué que le programme de l'université était particulier, spécialisé dans la recherche sur les dragons. Ming Fei était surpris que l'université étudie des créatures mecha mythiques. Guderian lui a dit que leur existence restait un mystère inexpliqué, qu'elles existaient bien et que l'université les étudiait pour les éradiquer. Il lui a ensuite dit que beaucoup de pays ignoraient que humains et dragons étaient en guerre depuis des milliers d'années. Un an, des héros ont vaincu l'empereur dragon. L'université vise à former de nouveaux héros pour suivre leurs traces et vaincre un maximum de dragons. Ming Fei pensait que Yudarian était juste un prof fou, obsédé par une idée. Peut-être un traumatisme d'enfance le rendait agressif envers des êtres imaginaires. Il était frustré pensant que l'université Castle était un asile de fous. Il lui a suggéré de voir un psy. Mais surprise, il faisait noir complet dans le train comme dans un tunnel. Puis la personne de son rêve est réapparue, lui disant que ce que Yudarian disait était vrai. Ming Fei était surpris de le voir dans le train, ne l'ayant pas croisé, et avait l'impression qu'il parlait comme un fantôme. Le garçon lui a dit qu'il était monté en même temps que lui. En regardant par la fenêtre, Ming Fei a vu un cadavre de dragon au sommet de la montagne. Le garçon lui a dit qu'ils étaient en terre des dragons. Ce dragon, Nidog, le premier empereur noir, avait été éliminé il y a des milliers d'années. Ming Fei était curieux de savoir s'il avait un lien avec ce dragon noir. Le garçon lui a dit qu'il n'avait rien à voir avec lui, qu'il méritait de mourir, que ce monde n'existerait pas s'il n'était pas mort. Après, Ming Fei a repris conscience, réalisant qu'il s'était endormi. Yudarian lui a dit qu'il s'était évanoui et qu'il était terrifié comme les autres débutants. Puis Toyama Masashi les a rejoints. Yudarian lui a dit qu'il lui montrerait des preuves de ses dires. La première preuve était une écaille, mais Yudarian a précisé que ce n'était pas une écaille banale. Il lui a donné un pistolet et lui a demandé de tirer dessus. Bien que Ming Fei ait appris à utiliser des armes à l'entraînement militaire, il a raté une tortue, a perdu l'équilibre à cause du recul et avait l'air ridicule pour Toyama malgré son rang S. Ming Fei s'est émerveillé que l'écaille soit solide et que la balle ne la pénètre pas. Yudarian a dit que c'était une écaille de dragon trouvée en 1900. La deuxième preuve de l'existence des dragons, trouvée en 1796, était un bébé dragon sauvé d'un monstre qui avait failli le dévorer avant son éclosion.
Mais l'esprit primitif et limité de Ming Fei refusait de comprendre, décrivant le bébé dragon comme une marionnette sophistiquée. Yu Darian s'est énervé, lui demandant de le regarder sous tous les angles, affirmant que c'était un vrai dragon. Quand Ming Fei s'est approché, tous ont été surpris qu'il soit réveillé et tente de sortir de la boîte en verre par tous les moyens. Gu Darian était étonné qu'il revienne à la vie à ce moment-là, mais il s'est rendormi après s'être cogné la tête. Alors que Gu Darian et Toyama pensaient que Ming Fei avait réveillé le dragon et était incroyable, Ming Fei a failli perdre connaissance, toutes ses croyances s'effondrant devant lui. Gu Darian a décidé de le faire marcher. Ming Fei s'est demandé s'il pouvait quitter l'académie. On lui a dit qu'il faudrait d'abord effacer sa mémoire, car il avait signé un contrat de non-divulgation avant de connaître la vérité sur les dragons, ce qui le ferait souffrir et l'empêcherait de s'inscrire ailleurs. Il a donc compris qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, puis il a été surpris quand Gu Darian a ouvert un grand portail, lui disant que le monde qu'il connaissait n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan du monde réel et qu'il allait voir des choses jamais connues. Gu Darian et Ming Fei sont sortis du train. Ming Fei a réalisé qu'il était au siège de l'université Castle, pas comme les universités classiques. Gu Darian lui a dit que leurs études montraient que les dragons les plus puissants dormaient à Shen. Il devrait s'y faufiler et éliminer l'empereur dragon. Ming Fei n'a pas fait attention à ce qu'il disait, surpris par le lieu complètement vide. Gu Darian l'a remarqué, mais ils ont été surpris par une grêle de balles. Gu Darian s'est souvenu que c'était les soldats du président du syndicat étudiant, un grand opposant au programme. Ming Fei a réalisé que l'université était devenue une zone de guerre en voyant des soldats partout. Gu Darian a été touché à la poitrine et a demandé à Ming Fei de prendre le relais avant de perdre connaissance. Ming Fei était terrifié par ce qui se passait et le nombre de corps augmentait. Ils n'avaient d'autre choix que d'attendre la fin de la guerre ou de vider leurs chargeurs pour rester en vie. Après un moment, les coups de feu ont diminué puis disparu. Il a alors commencé à entendre des voix via des haut-parleurs. Ming Fei décide d'en profiter pour chercher un médecin pour Yu Darian, mais il trouve deux personnes avec des épées face à face. Il ne comprend rien, mais est surpris quand Nono apparaît devant lui. Quand elle lui pointe le canon de son arme sur la tête, il lui dit qu'il est désarmé et essaie de se rappeler à elle, mais elle le fait s'allonger. Une fille avec un sniper derrière lui réussit à atteindre Nono et la fait tomber devant ses yeux. Ming Fei a commencé à perdre son calme, stressé et paniqué, jusqu'à ce que ce garçon mystérieux apparaisse et propose de les punir pour lui. Il a alors perdu le contrôle, a tiré sur tout le monde, puis s'est assis près des corps de Nono et Yu Darian, mais il a été surpris d'entendre un klaxon et a vu des gens courir vers la place. Il a cru qu'ils venaient de l'achever, mais c'était des médecins qui les soignaient. Les soldats étaient toujours vivants, après tout. Puis un vieil homme est passé, se plaignant des jeunes qui ne se soucient pas d'étudier. En remarquant Ming Fei, il a été surpris qu'il ait participé à cette fausse guerre alors qu'il était en première année. Mais Gu Darian s'est approché, lui disant de ne pas faire attention à lui. Cette personne s'appelle Clan, il gère le budget de la fac, ce qui le rend strict et radin. Ming Fei a paniqué, pensant naïvement que Gu Darian s'était transformé en esprit maléfique qui lui parlait. Il lui a dit qu'il était toujours vivant et qu'aujourd'hui c'était le jour de la liberté, un entraînement à balles réel. Tout le monde était inconscient à cause de l'effet hypnotique des balles et le rouge n'était qu'une tache. Après le retour à la normale à la fac, Clems était toujours en colère contre les étudiants et a décidé de demander au directeur d'annuler cet événement annuel. Mais les deux étudiants qui se battaient à l'épée l'ont approché, lui disant que l'événement ne violait pas les 3 règles de la fac tant que personne n'était blessé. Cependant, Glenn a décidé d'appeler le directeur Anju et de lui laisser la décision. Quand il a répondu, il lui a dit que les étudiants avaient fait un énorme bazar cette année et que leurs balles avaient ravagé les espaces verts préférés d'Anju. Le président du syndicat étudiant, César Gattuso, lui a dit non, rien à voir avec Gattuso, l'ancien joueur de l'AC Milan. César lui a dit qu'il pouvait remplacer la verdure avec l'argent de son père s'il voulait. Mais Glenn a été surpris quand Anju a dit que la fac prendrait en charge toutes les réparations et a refusé d'annuler le jour de la liberté annuelle. Ming Fei a donc senti que le directeur était populaire parmi les étudiants et était une bonne personne. Puis Anju a demandé à lui parler au téléphone, l'admirant d'avoir battu César et Xian dès son premier jour sur le campus. Glenn lui a suggéré de se dépêcher d'aller à son dortoir avant que les étudiants rancuniers ne l'achèvent. Pendant ce temps, le directeur Anju était avec Monsieur Lars qui a suggéré d'assouplir le jour de la liberté car ça dégénère chaque année. Mais Anju lui a dit qu'il choyait délibérément ses étudiants à cause de leur échec dans la bataille des dragons il y a 8 ans et la mort de tous les étudiants talentueux qui respectaient ces règles. Depuis, il pensait que pour leur prochaine guerre contre les dragons, il fallait un vrai génie, un leader que l'empereur dragon craindrait, élevé dans un environnement libre et sans contrainte. Lars lui a dit que César et Xiang avaient ces qualités et voyaient Ming Fei comme un étudiant ordinaire à côté d'eux.
Anju a dit qu'il y avait une raison inexplicable pour son rang S, craignant que César et Xiang ne l'écrasent avant qu'ils ne prennent confiance. Mais Anju pensait que Ming-Fei devait juste bien s'entraîner pour porter ses fruits et il irait bien avec les génies. De son côté, Ming-Fei est allé dans sa chambre, a réalisé qu'elle était assez grande pour deux, donc il aurait un coloc. Mais il a été déçu d'apprendre que son coloc serait Finger. Finger a été impressionné qu'il ait battu César et Xiang en un rien de temps dès son premier jour. Il a dit que tout le monde le regardait bizarrement tout le temps. Il lui a dit que le syndicat étudiant et la communauté Cœur de Lion le détestaient et a suggéré d'aller se promener dans le quartier. Après ça, Finger a commencé à lui présenter les bâtiments de la fac, les trouvant immenses et chargés d'histoire, mais il s'est demandé si tout le monde à la fac était ordinaire et comment ils combattaient dans les dragons. Finger lui a dit que leurs Yanlings étaient scellés à la fac par le garde de nuit de la tour de l'horloge, le père de Monsieur Clan, le père de Clan. Puis ils sont allés au terrain d'entraînement, le seul endroit où les étudiants peuvent utiliser le Yanling sans l'influence des veilleurs de nuit. Le Yanling est lié à la langue des dragons et à leur sang, des capacités magiques qu'il doit apprendre pour les utiliser. En chemin vers la place, il a surpris un étudiant qui a failli renverser sa boisson, mais il a utilisé la magie de la glace avant de tomber. Finger lui a dit que c'est un type de Ganling, qu'il y a 100 types de magie distingués par des chiffres, et plus le chiffre est élevé, plus la magie est forte. Et Ming-Fei a réalisé que tous les étudiants pouvaient utiliser la magie. Mais il a vu un étudiant perdre le contrôle de son sort d'eau. Finger a crié de fuir vite avant qu'il ne se noie d'eau. Puis un étudiant est intervenu, a transformé l'eau en blocs de glace, puis les a brisés. Puis Ming-Fei a remarqué qu'il voyait sa vie défiler à travers les miettes de glace autour de lui. Quand il a essayé de le toucher, ça s'est matérialisé en arbre, moitié mort, moitié vivant. Finger lui dit que c'est un exemple vivant de pourquoi il ne devrait pas utiliser la magie s'il ne la contrôle pas. Le trouvant fixant l'arbre, il lui dit que c'est l'arbre monde et que l'empereur dragon noir est emprisonné sous le vrai arbre. Yudirian les a rejoints, a dit à Ming-Fei de retourner au dortoir pour un test de Yanling vu qu'il connaissait les bases. Il lui a donné sa carte d'étudiant, lui disant qu'il ferait un test de lignée sanguine demain. Après que Ming-Fei se soit assis, il a découvert que Yudarian avait apporté une boîte à musique pour tester sa lignée sanguine plutôt par curiosité. Il lui a dit qu'autrefois, l'empereur noir émettait un grognement de son trône qui pouvait détruire des continents entiers et les autres dragons s'inclinaient pour entendre sa voix. Après un certain temps, les techniciens du langage dragon ont créé une boîte à musique pour entendre la langue de l'empereur noir, le début du Yanling le plus puissant. Ming-Fei a réalisé qu'il était dans le pétrin, ne comprenant rien à ce que Guderian disait. Mais il a essayé de faire semblant d'être calme. Quand Guderian a mis le son et entendu la voix du dragon, il a vu que Ming-Fei ne ressentait rien du tout, même pas un grand pouvoir l'appelant. Il a réalisé qu'il pourrait être un mutant dont les gènes humains éclipsaient les gènes de dragon. Mais il a réalisé que quelque chose de plus grand venait de se passer et s'est précipité dehors. Ming-Fei a été surpris par sa réaction. En même temps, il a vu Finger poster ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux de la fac. Il a réalisé que c'était une question de temps avant d'être viré, sa mémoire effacée, et qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Alors Finger lui a suggéré de tricher et de lui donner les questions du test de demain pour réussir. Pendant ce temps, César a annoncé la défaite du syndicat étudiant au jour de la liberté et la perte du droit de posséder la maison Norton. Quand les étudiants ont protesté, il leur a dit que ne pas accepter la défaite était un signe de faiblesse et qu'ils devaient accepter leur perte comme la communauté Cœur de Lion. Nono a vérifié son téléphone, a dit à tout le monde que le Yanling de Ming-Fei ne répondait pas à l'appel de l'empereur. Puis Guderian et Clan sont allés à la salle des documents secrets pour réexaminer le souverain blanc, aussi puissant que l'empereur noir. Clan lui a dit que la prophétie du dragon empereur blanc avait libéré ses descendants et purifié leur lignée du règne de l'empereur noir, ce qui signifiait que Ming-Fei pourrait être un descendant de l'empereur blanc. Yudirian pensait qu'il ne pouvait pas y avoir d'humains purs parmi eux. Glenn a senti qu'il voulait peut-être protéger Ming-Fei et lui a dit qu'il ne s'occupait que des guerriers, mais Guderian lui a dit que c'était un bon garçon, puis lui a demandé de noter ce qui s'était passé dans le rapport, lui disant que Ming-Fei serait considéré comme un spécimen rare s'il s'avérait être un descendant de l'empereur blanc. Mais Guderian ne voulait pas que Ming-Fei devienne un spécimen de recherche. Glenn a décidé de garder le secret jusqu'au test de demain. S'il échouait, il dirait à tout le monde qui il était et s'assurerait qu'il soit traité éthiquement. Le soir, une personne mystérieuse est entrée au centre de données de la fac, a activé le système UVA et lui a dit que Ming-Fei réussirait le test de demain. Le lendemain, Ming-Fei courait à toute vitesse, en retard pour le test. En entrant dans la salle, il a trouvé Nona devant lui. Quand il s'est assis, il a vu que son test s'appelait Ricardo et qu'elle serait la surveillante. Quand le test a commencé, Ming-Fei a été surpris qu'il n'y ait pas de questions sur la feuille. Il s'est souvenu que Finger lui avait dit que le test exigeait une vision spirituelle pour voir le contenu via la langue des dragons. Puis il a trouvé une fille blonde assise tranquillement à côté de lui. Les étudiants ont alors commencé à entendre des voix venant de la boîte devant eux. Ming-Fei n'a eu aucun problème, il avait noté les symboles utilisés chaque année pour le test. De l'autre côté, Toyama a demandé à Norma d'observer le test.
Puis s'est approché de Nano, lui demandant comment s'était passé son test de lignée sanguine quand elle s'était inscrite. Elle lui a dit qu'elle avait vu une ombre s'approcher de sa mère et voler son âme, mais qu'elle n'avait pas pu voir son visage. De l'autre côté, Ming-Fei s'est retrouvé seul dans la salle avec ce gamin mystérieux. Tout le monde autour de lui avait disparu, il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui, a décidé de faire sa connaissance, puis il a découvert que son nom était le même que celui de son parent, il s'appelait aussi Ming. Puis il a été choqué quand il a réalisé qu'il connaissait le conte de la fausse fille, où il manipulait son cousin pour se venger de son traitement. Ming lui a dit que la vision spirituelle lui permet de voir ce qui est au fond de son cœur, donc il peut le voir. Ming-Fei a nié ressentir quoi que ce soit. Quand il a demandé, Mings lui a dit de demander à son cœur. Les humains sont bêtes, mais lui, il l'était exprès et Mings le plaignait. À son réveil, Nona lui a pris sa copie. Le test était fini, il était KO depuis 2 heures. Il a demandé son résultat. 9 bonnes réponses alors qu'il n'y en avait que 8. Il a voulu corriger sa copie, mais c'était trop tard. Nona a dit qu'il était officiellement étudiant à Castle University. De retour, Finger l'a félicité, lui conseillant d'éviter le cours de Monsieur Lars, un bâtard strict obsédé par la présence. Ming-Fei était surpris que Lars se soucie de ça, alors qu'il doit les entraîner à combattre des dragons. Finger lui dit que Lars est parti en mission et n'est pas revenu. Ils ont trouvé des traces de dragons. Pendant ce temps, Lars est arrivé aux traces. Il a envoyé Aki et Shang explorer les fonds marins où ils ont trouvé un village englouti. Shang en déduit que c'est le point de rencontre des dragons d'eau et de montagne. Aki suggère d'utiliser le serpent pour explorer une vaste zone et gagner du temps. Il invoque un énorme serpent qui se divise en petits, explorant l'océan et transmettant tout. Lars détecte de fortes vibrations, risquant un tremblement de terre. Shang, lui, trouve une énorme quantité d'or. Lars leur a ordonné de revenir vite au navire. À peine avait-il fini qu'ils ont ressenti de violentes secousses. La corde de Shang et Aki était coupée, contact perdu. Lars était furieux, répétant l'erreur d'il y a 8 ans qui avait coûté la vie à 2 élèves, mais il fut surpris que Shang communique via son serpent. Shang avait atteint le fond du barrage, vu un mur immense et conclut qu'il était au palais impérial du dragon de feu. Lars a appelé Anju, lui racontant leur découverte. Anju lui a demandé de continuer les recherches dans le palais. Lars doutait d'un être vivant. Anju l'a autorisé à utiliser la clé pour le ramener mort ou vif. Lars est allé dans une pièce où se trouvait un bébé au sang de dragon pur. La clé. Il a pris l'enfant, l'a mis dans une combinaison de plongée, puis dans une boîte scellée, et a décidé d'explorer le palais pour trouver le dragon lui-même. Arrivé au fond, il a dit à Shang et Aki qu'ils n'avaient que 2 heures. Il a ensuite utilisé son pouvoir pour ouvrir la porte du palais. L'enfant a alors utilisé la clé pour retirer les corps des gardiens, réduits en cendres par une malédiction. L'enfant a ordonné à la porte de s'ouvrir, une carte est sortie de la langue du cadavre et la porte s'est ouverte. Avant d'entrer, Lars leur a donné une grenade chimique, 2 heures pour récupérer les os du dragon de feu ou le détruire si nécessaire. De retour au navire, il surveillait tout par caméra, leur disant de trouver la chambre du roi. À l'intérieur, Shank a eu l'impression d'être dans une horloge. Ils ont ensuite trouvé un immense pilier de bronze en forme d'arbre. Il a demandé à Eki de le prendre en photo pendant qu'il cherchait ses serpents, lui ordonnant de fuir et de ne pas le sauver si quelque chose arrivait. Lars utilise Norma, lui demandant de lire la langue. Elle leur dit que la direction des branches correspond à la sortie. Aki commence à se sentir mal, l'équipage remarque son rythme cardiaque augmenter avant de perdre contact. Lars ordonne de tirer sa corde et de dire à Shank de battre en retraite, mais ils sont surpris, la corde d'Eiki est cassée. Elle a failli tomber, mais Shang l'a rattrapée, elle était étourdie. Quand elle a demandé s'il avait trouvé quelque chose, il a dit l'avoir fait exploser car il ne pouvait pas le transporter. Ils ont ensuite remarqué un monument de dragon près du pilier, décidant de le prendre pour l'examiner et prélever un échantillon de bronze. Quand Aki s'est approchée du monument, elle a senti quelque chose l'attaquer et l'attraper. Elle a demandé à Shang de tirer, mais c'est lui qui la tenait. Il lui a dit qu'une statue la suivait. Elle a réalisé qu'elle était sous son influence en déchiffrant la langue du dragon. Elle fut surprise de voir sa corde coupée. Shang s'en voulait de l'avoir laissé seul. Quand elle a remarqué qu'il portait quelque chose, il a dit que c'était des cendres trouvées par ses serpents avec une décoration similaire à un ruban de Möbius symbolisant la vie éternelle des dragons. Ils furent surpris de voir le mur bouger étrangement et décidèrent de s'échapper avant l'effondrement. Shang informa Lars que le palais s'était réveillé après le déplacement de la statue. Pendant ce temps, Ming-Fei entendit une cloche en pleine nuit dans sa chambre et tenta de se rendormir. Mais il a trouvé Mings assis sur son lit et s'est soudain retrouvé au sommet du clocher. Mings lui a dit que la cloche du matin sonne quand quelqu'un meurt ou est sur le point de mourir, signalant danger et opportunité.
Il lui a ensuite demandé de se préparer et s'il pouvait choisir une compétence de son jeu vidéo. Il s'est souvenu que Nanom y avait accès via Norma et a choisi Black Sheep Wall pour voir toute la carte. Mings lui a donné la compétence choisie, lui disant qu'il pouvait l'utiliser partout, mais qu'il serait repéré s'il en abusait. Finger l'a réveillé après l'alarme. En sortant, ils ont vu tous les étudiants courir dans tous les sens et ont rencontré Nanan. Quand Ming-Fei s'est demandé ce qui se passait, elle lui a dit que l'alarme se déclenche en cas d'événement inhabituel et que l'université n'appelle que les étudiants de haut niveau. Elle a dit à Finger qu'il n'était pas invité, alors Finger, gêné, est retourné dans sa chambre, le cœur brisé. Après que les étudiants invités soient allés au centre informatique, Ming-Fi a trouvé la mystérieuse blonde assise à proximité, réalisant qu'elle avait un haut niveau malgré son calme. Les officiels ont ensuite informé les étudiants que 2 membres étaient piégés dans des ruines de dragons et qu'ils devaient trouver un moyen de les sortir. Quand Norma a montré la carte, ils ont vu qu'ils étaient coincés dans le palais impérial du Dragon de Feu, un bâtiment mécanique en constante évolution. Pas d'échappatoire, ils devaient résoudre l'énigme. Yudirian leur a dit qu'ils avaient 20 minutes pour résoudre le puzzle du pilier de bronze en forme d'arbre. C'était le temps d'oxygène restant. Quand Ming-Fei a entendu leur nom, il s'est souvenu que c'était eux qui l'avaient interviewé. Il a utilisé sa carte pour accéder au système Norma sur l'ordinateur et a choisi d'activer les paramètres par défaut car le temps manquait. Mais Eva, un clone de Norma, est apparu devant lui. En voyant la blonde analyser les images du palais, il s'est senti inutile. Mais il s'est souvenu de la compétence apprise de Mings et a décidé de l'utiliser. Alors qu'il tapait, Eva lui a dit qu'elle avait les résultats du décryptage. Puis, tous leurs appareils se sont soudainement éteints. Ming-Fei a pu décrypter l'image et trouver une sortie du palais en moins de 10 secondes. L'université a envoyé le décryptage au navire de Lars qu'il a transmis à Sheng en pleine lutte avec Aki avant qu'il ne soit complètement coupé. Après que Shang ait été frappé par une roche, Aki le rattrape. Près de la porte, il demande à Lars d'utiliser la clé et il montre la carte à l'enfant. L'enfant a tracé une ligne droite vers le bas. Lars a réalisé qu'il n'avait que 3 minutes d'oxygène et devait contrôler leur respiration et leur vitesse. Mais il avait confiance en leur capacité. Shang a décidé de se déconnecter pour économiser de l'énergie. Après avoir raccroché, Aki lui dit qu'ils n'ont pas assez d'oxygène pour revenir et qu'elle veut rester là jusqu'à ce que l'eau l'engloutisse, sa mort n'étant qu'une question de temps. Elle décide de lui avouer son amour dans ses derniers instants. Mais il s'approche, l'embrasse et lui dit qu'il ne la laissera pas mourir ici. Pendant ce temps, Lars panique soudainement et ordonne à l'équipage de descendre à la surface et d'envoyer des bateaux de sauvetage. En sortant, il réalise que la sortie s'ouvrira de la partie la plus basse du palais et qu'il sera difficile pour Shang et Aki d'atteindre la surface. Ming-Fei a reçu un appel de son ami Tang en ville pour prendre de ses nouvelles. Ming-Fei lui a raconté et Tang a senti qu'il n'allait pas bien. Il lui a conseillé de prier car les émotions et la prière sont des énergies qui affectent le monde et feront une différence. Ming-Fei fut soulagé. Après cela, des bateaux de sauvetage ont été envoyés pour chercher Shang et Aki 14 minutes après le dernier contact avec le navire. Lars était très inquiet et nerveux. Alors qu'il allait ordonner le retrait, il a entendu un sauveteur dire qu'ils avaient réussi à secourir Aki. Mais elle a vite donné la statue à l'équipe et a dit à tous de partir vite car il y avait une créature vivante en dessous. La créature l'a tiré vers le bas. Lars a failli sauter mais a vu du sang se répandre et a réalisé qu'ils étaient morts par sa faute. Voyant la créature approcher vite sous l'eau, il a décidé de se venger et a ordonné à l'équipage de s'éloigner du pont. De retour à l'intérieur, l'équipement a montré que c'était un gros poisson, mais sa vitesse indiquait qu'il n'était pas ordinaire. Lars a saisi le fusil de sniper, a visé le poisson et lui a tiré en plein œil. Mais quand il a manqué de munitions, le dragon impérial a sauté hors de l'eau et a mangé l'hélicoptère. Lars a réalisé que le dragon était très intelligent et voulait le récipient en cuivre qu'ils avaient pris. Il a donc ordonné de larguer 10 bombes dessus. Mais quand le dragon s'en est approché, ils ont constaté qu'il les avait mangées après avoir perdu le signal. Lars a ordonné de les faire exploser immédiatement, créant un énorme vortex. Lars a réalisé que ce n'était pas le dragon impérial, trop intelligent pour manger une bombe, mais il était soulagé de l'avoir éliminé. Mais bientôt, il fut surpris par un coup de couteau dans le dos pour l'aider, puis le monstre l'a tiré vers le bas. Lars est devenu fou, tirant au hasard vers l'eau jusqu'à perdre espoir. Le dragon est réapparu, créant un vortex sous le navire. L'équipage a été choqué d'entendre le rire du dragon et Lars a réalisé qu'il se moquait d'eux. Un membre de l'équipage a trouvé une bombe non explosée dans l'estomac du dragon. Lars lui a ordonné de ne pas la faire exploser car le dragon pointait sa gueule vers eux attendant qu'il le fasse pour les tuer tous. Quand Lars a réalisé qu'ils étaient à portée du barrage de Tuchan, il a ordonné au moteur de tourner à plein régime et de s'y diriger. Le dragon a suivi à la même vitesse. Arrivés au barrage, Lars a utilisé l'enfant pour ouvrir la porte avec ses capacités, puis le dragon a sauté haut pour y entrer.
Quand ils sont sortis, il a ordonné de faire exploser la dernière bombe dans son estomac, mais un éclat a frappé Lars, qui a utilisé son pouvoir pour créer une barrière autour du navire et empêcher le dragon de l'atteindre. L'enfant a ensuite fermé la porte sur le dragon, le broyant et le laissant saigner sans bouger. Lars a senti que la guerre entre eux s'était terminée par un match nul. Après cela, le directeur Anju a appelé l'université et a dit à tout le monde que le navire avait survécu à l'accident et avait réussi à obtenir quelque chose de très important. Tout le monde a commencé à applaudir et à célébrer. Anju a remercié Ming Fei d'avoir été le plus grand contributeur au succès de la mission. Tout le monde l'a applaudi et loué, tandis qu'il était gêné. Sur le chemin du retour, Xiang l'a remercié d'avoir aidé tout le monde. Ming Fei a humblement dit qu'il avait juste eu de la chance. Xiang lui a dit que la chance était une compétence importante et lui a proposé de rejoindre sa société Cœur de Lion pour être le prochain leader après lui. Ming Fei a été surpris et lui a dit qu'il ne pourrait pas diriger une équipe entière seul. Mais Xiang lui a dit qu'il avait plus de qualité que lui pour le poste et que César essaierait de le recruter pour son syndicat étudiant et qu'il serait libre de choisir. Puis tout le monde a été surpris d'entendre la cloche du matin sonner à nouveau. Zenang a réalisé que quelqu'un était décédé en voyant les pigeons voler au-dessus d'eux. Pendant ce temps, Anju est arrivé au navire et a trouvé Lars assis, le venin de dragon dans le corps. Lars a décidé de lui donner son dernier rapport avant de mourir. Il a éliminé un des assistants les plus importants du dragon impérial et Shang et Eki ont récupéré le bol en cuivre du palais. Andrew lui a dit que le bol contenait des inscriptions en langue dragon nortaine, signifiant qu'il offrait son corps à l'empereur dragon noir Nidhogg. Le bol était une urne funéraire contenant un cocon, des os ou un œuf de Norten. Il graverait cela sur sa pierre tombale quand la vérité serait connue. Lars lui demande de garder la mort de Shang et Egi secrète pour les étudiants et de leur dire qu'ils sont partis en nouvelle mission car il veut que les étudiants restent fiers d'être des guerriers dragons. Puis il meurt tranquillement. Quelques jours plus tard, Nantu envoie un message à Ming Fei. Une fête demain chez Amber, il l'invite car César veut lui parler. Finger réalise que le syndicat étudiant essaie de le recruter. Finge lui dit que sa famille est l'une des plus célèbres de tueurs de dragons de l'Ouest. Il est censé prendre la tête de la famille jeune et devenir l'empereur de l'ombre du monde occidental. Il le décrit comme un bâtard arrogant qui a défié tout le monde dès son premier jour à l'université, confiant de pouvoir vaincre quiconque se mettrait en travers de son chemin. Ming Fei était frustré en se souvenant de sa première impression sur le campus, pensant que la nourriture serait délicieuse. Il a dit à Finger qu'il n'irait pas au banquet. Finger, irrité, lui a dit qu'il devait y aller car le banquet était ouvert. Ming Fei a justifié son refus par l'absence de costume. Finger lui a fait remarquer que la lettre disait qu'il pouvait en emprunter un au théâtre de l'université. Le lendemain soir, Ming Fei a dû aller à la fête avec Finger. Il se sentait comme un roturier comparé aux riches invités, pensant qu'il l'avait invité parce qu'il était pauvre et ne pouvait pas s'offrir de nourriture. Mais Finger lui a dit qu'il l'avait accueilli parce qu'il savait à quel point il était fort. Puis ils ont vu un bus dragon s'approcher, étalant des tapis de fleurs. César se tenait au début du tapis, invitant Nono à le rejoindre dans un geste romantique, et a dit à Ming Fei d'entrer dans le palais pour que son costume ne se salisse pas sous la pluie et qu'il n'ait pas à payer le nettoyage. Une fois à l'intérieur du palais, Ming Fei a eu l'impression de voyager dans le temps comme une fête de nobles au XXIe siècle. Au moment du discours de César, il leur a demandé de saluer Nonna pour son anniversaire, puis a annoncé le début de la fête. Une partie du public a commencé à danser, ce qui a exaspéré Finger qui n'avait pas dansé depuis longtemps. Il a eu une idée et a traîné Ming Fei sur la piste pour danser ensemble, c'était dégoûtant. Finger le balançait de gauche à droite, Ming Fei ne contrôlait plus son corps. La blonde parmi les musiciens a remarqué leur agitation tandis que Nono a demandé à César de le sauver de cette situation avant qu'il ne décide de rejoindre la communauté Cœur de Lion. César pensait que Zahan lui avait proposé de rejoindre la société et s'attendait à ce qu'il lui propose de rejoindre le syndicat. Il sentait qu'il ne voulait pas faire ce que les autres attendaient de lui. Il a ensuite décidé d'interrompre la danse pour faire un discours. Il leur a dit qu'il était déçu le jour de son arrivée à l'université, trouvant trop d'étudiants inscrits. Il pensait qu'il serait l'élite si seulement quelques-uns étaient inscrits. Il a ensuite commencé à les exciter, leur disant que la raison de rejoindre l'université était de vaincre les dragons, de protéger leurs camarades et de mourir avec honneur, et que le syndicat étudiant était le véritable lieu d'élite. Puis il s'est adressé à Ming Fei et lui a demandé de se tenir à côté de lui. Le voyant hésiter, il lui a dit de venir ou de quitter la fête. Ming Fei lui a demandé du temps pour réfléchir, César lui a donné une chanson pour décider de le rejoindre ou de partir. Puis Nana lui a dit qu'elle quittait le concert car elle se sentait fatiguée. Pendant ce temps, la blonde a quitté les musiciens et s'est dirigée vers Ming Fei, lui demandant de danser. Finger l'a poussé à s'approcher et à s'amuser, demandant à tous de leur faire de la place, puis elle a demandé à César de jouer un tango et à mener la danse, Ming Fei ne sachant pas danser. Quand il lui a demandé qui elle a dit s'appeler Zéro. En la voyant de près pendant leur danse, Ming Fei a senti qu'elle lui était familière et s'est souvenu d'un petit aperçu de son passé. La danse terminée, il a eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée, mais elle est partie discrètement. Ming Fei s'est senti étrange à sa place.
Il a ensuite décidé d'aller féliciter Nano pour son anniversaire. Il lui a demandé pourquoi elle était partie. Elle a dit qu'elle ne voulait simplement pas être là et qu'elle s'était sentie mal quand César avait dit devant tout le monde que c'était son anniversaire. Ming-Fei a été surpris quand elle lui a demandé de conduire la voiture et de se diriger vers le sommet de la montagne. Pendant ce temps, César a reçu une alerte de Norma. Un dragon avait infiltré l'université. L'université a renforcé sa défense et bloqué les sorties. Mais un groupe d'hommes masqués à moto a pris d'assaut le campus, détruisant des parties des bâtiments universitaires avec des bombes et des balles. Norma a informé les officiels qu'il y avait 13 intrus sur le campus. Glenn a réalisé que le système avait déduit qu'un dragon avait infiltré l'université en raison de la présence d'un bocal de dragon dans le centre de recherche. Le syndicat étudiant, dirigé par César, s'est préparé à combattre et à protéger le bâtiment Valhalla des intrus. Pendant ce temps, Ming-Fei et Nano étaient déjà partis au sommet. Quand il a tenté de l'aborder, il a été surpris de trouver Ming à sa place, qui lui a dit être venu le prévenir d'un virage mortel où il mourrait avec la fille qu'il aimait. Ming-Fei capte qu'il rêve et qu'il ne peut pas mourir dans un rêve tant qu'il est avec lui. Il nie aimer Nonono, elle n'est que son aînée. Mais Ming-Fei propose de l'aider à la conquérir et lui dit que César la drague aussi. Ming-Fei lui dit que sa présence prouve qu'elle le voit comme un faible, mais Ming-Fei refuse de se laisser influencer. Ming lui demande s'il se sentirait mieux en sachant qu'elle n'a jamais aimé personne, même si elle n'a pas l'air triste après la mort de ses amis Shang et Aki. Il lui a rappelé ce que Nano lui avait dit avant, qu'il fallait musique, fleurs et un discours pour draguer une fille. Il lui a donné la compétence de trouver des fleurs avant de partir et lui a dit de trouver le discours lui-même. Quand Ming-Fei a failli le gifler, Nana était de nouveau à côté de lui. Arrivé au sommet, il a été surpris que la voiture s'arrête seule. Alors Nana a décidé d'attendre les étoiles pour admirer le ciel. De l'autre côté, César tentait de la joindre pour lui dire ce qui se passait en vain. En 1 heure, les étudiants ont capturé 3 équipes d'intrus, n'en laissant que 6 à résister. Un intrus a contacté son chef, se plaignant de ne pas pouvoir utiliser la magie à cause de la loi de la garde de nuit. Elle lui a dit que la capacité de la garde de nuit serait bientôt annulée et qu'il prendrait le contrôle de l'université. De l'autre côté, Norma a découvert que 7 intrus de nationalités différentes avaient été arrêtés et qu'aucun n'avait rencontré leur chef. L'administrateur a demandé à Glenn de dire à son père, le gardien de nuit, d'annuler sa capacité anti-magie pour trouver les intrus restants. Ensuite, le principal Anju a appelé le gardien de nuit, lui demandant d'arrêter le système pour que les étudiants utilisent leur pouvoir, car il soupçonnait les dragons de se réveiller. Il a dit qu'il y réfléchirait. Quand son fils Glenn l'a rappelé pour arrêter la capacité, il a accepté et a brisé la lampe à huile, désactivant l'anti-Yanling après 15 ans. Pendant ce temps, Ming-Fei et Nano kiffaient leur moment au sommet de la montagne. Près d'un petit lac, il l'a interrogée sur Shang et Aki et elle a dit que l'université avait annoncé leur mort juste pour ne pas effrayer les étudiants. Elle savait aussi que Lars était mort, mais ils avaient dit qu'il était en mission. Elle lui a demandé de poster un message sur le tableau de l'université si elle mourait en mission lointaine. Il s'est demandé pourquoi étudiants et profs ne craignaient pas la mort. Elle a répondu que tous obtiendraient leur diplôme, oublieraient tout et feraient comme si les dragons n'existaient pas. Puis elle a changé de sujet, parlant des étoiles dans la nature. Elle a mentionné une vallée sous-marine profonde où toutes les eaux du monde s'écoulent sans jamais atteindre le fond, et que les âmes des morts s'envolent comme des lucioles. Après que le gardien de nuit ait désactivé sa capacité, tous à l'université ont pu utiliser le Yanling. Les intrus ont utilisé une capacité pour disparaître sur 2 mètres et se sont dirigés vers Valhalla. Glenn a ensuite utilisé la capacité du serpent du vide pour chercher les intrus restants. Pendant ce temps, un intrus, le chasseur de prime 13, tentait de se faufiler dans l'herbe, trouvant la défense de l'université trop serrée pour entrer. Il a reçu un appel du chef lui disant que son but était d'entrer dans la cave à vin et elle lui a montré un plan. Arrivé à la cave, il a constaté que personne n'y était entré depuis longtemps. Il a trouvé la porte vers la zone des crânes et le chef lui a dit d'utiliser la carte noire pour descendre. De l'autre côté, César a utilisé le vent noir pour localiser tout le monde à l'université. Trouvant des intrus, il a contacté Zihang, lui disant qu'il allait les combattre et a parié sur qui finirait le premier, puis a attaqué. Pendant ce temps, Zihang attendait à la bibliothèque quand Norma a signalé aux membres de la communauté de se retirer du périmètre. Il a ordonné à son assistante Suzy de partir avec les autres pour leur sécurité, lui promettant de se retrouver après la bataille. De l'autre côté, les intrus sont entrés discrètement dans Valhalla. La chef était furieuse en voyant la photo d'Aki, la traitant de stupide d'avoir choisi le camp de l'université. Un intrus a senti que César pouvait les voir car il semblait leur sourire. Elle lui a dit qu'il imaginait. Au centre de l'auditorium, ils sont apparus et se sont dispersés, pointant leurs armes. La chef a été surprise par un appel à ce moment critique.
Elle a grondé l'appelant, disant qu'elle le rappellerait après sa mission. Quand César a demandé qui elle était, elle a dit s'appeler Mai, la sœur aînée d'Aki. Il a voulu lui parler de sa mort, mais elle s'en fichait, n'étant pas sœur et n'ayant pas grandi ensemble. Elle a lancé une chanson sur son téléphone, disant que leur combat commencerait dès la fin. Elle lui a demandé s'il avait un dernier mot. Il a demandé pourquoi elle était venue. Elle a répondu qu'elle était là pour le dragon, car ce serait la naissance d'une nouvelle ère. La chanson finie, les lumières se sont éteintes. Des coups de feu ont éclaté. Quand la salle s'est rallumée, tous étaient à terre, sauf César et Mai. Il lui a demandé si elle allait chercher l'urne. Elle a dit l'avoir laissée à la fille masquée, une fille moche, grosse et démotivée. Elle lui a dit qu'elle lui donnerait l'avantage en le combattant dans le noir, où il serait plus fort, s'excusant de l'avoir trompé en changeant la fin de la chanson. Les lumières éteintes, César a utilisé sa capacité, surpris de la perdre dans le noir sans prévenir. Pendant ce temps, Xiang les écoutait au téléphone quand il a vu la fille masquée entrer dans la bibliothèque, lui disant qu'elle était sa rivale. Les professeurs, voyant ça aux caméras, ont été surpris qu'elle n'ait pas d'arme, l'un pensant qu'elle était assez forte sans. Quand Yudirian s'interroge sur la capacité de Xiang, le professeur dit que seul le principal et le conseiller étudiant peuvent l'avoir et dit à Xiang de s'en débarrasser vite. Yudirian est choqué de découvrir que sa capacité est la flamme du gouverneur, capable d'une explosion massive réduisant tout en cendres. Il découvre vite que Masker utilise la même capacité, détruisant une grande partie de la bibliothèque. Pendant ce temps, il cherche toujours l'urne et rencontre Eva, qui lui conseille de partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais il ne l'écoute pas et décide de continuer. Il lui demande comment aller à Skuld. Elle dit qu'il devra prendre une route inutilisée depuis 35 ans. Voyant le sourire suspect d'Eva et qu'elle ne l'arrête pas, il décide de poursuivre son chemin. Il galère sur la route non pavée et moisie, et le boss lui dit que sa prime est passée à 5 millions. Il pense à prendre sa retraite après la mission, puis il se retrouve dans un marais profond, tombe et perd son téléphone avant le prochain ordre du boss. Il décide de continuer seul et de découvrir les secrets cachés par l'université depuis des décennies. Devant une porte, il a eu un mauvais pressentiment en essayant de l'ouvrir et l'a ouverte sans le vouloir. Pendant ce temps, Ming-Fei et Nono kiffent toujours leur temps à la montagne. Elle lui dit que César lui a demandé de l'inviter à la fête. Il savait déjà l'offre de Xiang de rejoindre la société et ne voulait pas l'imiter. Elle voulait lui montrer que même si son rang est S, César a dit qu'il trouverait quelqu'un de fort ce soir à la fête et a réussi à trouver Zéro, qui lui a dit qu'elle l'aimait. Il a eu honte et a dit qu'il n'avait même pas son numéro, et Nona lui a soudainement demandé d'accepter de rejoindre le syndicat étudiant. Ming-Fei capte que c'est un piège de César, pensant qu'il a demandé à Nona de l'attirer. Il décide de résister et de ne pas céder à ses ruses. Elle lui dit que César n'a rien à voir là-dedans et qu'elle veut qu'il rejoigne le syndicat pour en devenir président et lui donner des ordres. Il lui a demandé pourquoi pas avec les partisans de César. Elle a répondu que leur famille avait convenu, après leur fiançailles, que chacun était indépendant et n'avait pas le droit d'interférer. Ming-Fi a été déçue d'apprendre qu'elle était fiancée à lui. Elle lui a redemandé de rejoindre le syndicat en échange de sa protection et de son aide. Il s'est fâché qu'elle se croit la seule à pouvoir aider, lui disant qu'il la rembourserait quand elle aurait besoin de lui. Puis elle lui a demandé un cadeau d'anniversaire. Il a dit qu'elle avait une pile de cadeaux dans sa chambre. Elle a dit qu'elle ne voulait pas ce genre de cadeau, qu'elle attendait un cadeau d'une seule personne ici, et quand elle l'aurait, elle sentirait que quelqu'un tenait à elle. Elle a regardé le ciel, pensant au cadeau qu'elle aurait cette année. Ming-Fei a senti que c'était le bon moment d'utiliser la capacité que Mings lui avait donnée. Il l'a fait, Nano a été surprise par des feux d'artifice et était folle de joie. Il l'a rejointe et ils ont continué à célébrer. Un message est apparu dans le ciel la félicitant. Nano était reconnaissante et ne se souciait pas de l'auteur, juste d'être heureuse. Puis elle a soudainement pleuré et Ming-Fei a compris qu'elle attendait sa mère. Se souvenant de son aide à leur première rencontre, il a décidé de lui rendre l'appareil et a accepté de rejoindre le syndicat étudiant. De l'autre côté, 13 a jailli à la surface de l'eau après avoir rencontré une vague violente en ouvrant la porte secrète. Il a découvert qu'il était dans un immense aquarium, puis il a été surpris par un grand requin derrière lui. Il a cru qu'il allait le manger, mais le requin l'a ignoré et est retourné dans les profondeurs. Il a réalisé que cette part étrange de sa personnalité, qui fait que les animaux l'évitent sans raison, venait de lui sauver la vie. Il a continué dans l'aquarium cherchant le labo Alpha Heimer jusqu'à trouver un ascenseur indiquant le chemin. Arrivé à la porte du labo, il a utilisé la même carte pour entrer. À l'intérieur, il a trouvé le directeur Anju célébrant l'obtention d'un échantillon rare du Dragon Norton, permettant enfin toutes les recherches en attente. 13 pensaient qu'il serait facile de voler le bocal du dragon et d'obtenir la récompense promise par le boss. Il a demandé à un chercheur si Anji les laisserait disséquer le bocal pour voir s'il y avait une créature vivante. Il a dit que c'était sûr.
L'azote liquide gardant le bocal froid et l'intérieur ne s'étant pas encore réveillé à cause de l'éloignement des éléments métal et feu. Quand l'un a remarqué que le bocal était fissuré, il a dit que Lars avait utilisé un solvant d'étain et de cendre en l'obtenant. Puis il a demandé à Norma de montrer les résultats de l'examen, qui ont révélé que le bocal était divisé en 2 moitiés, dont une vide. Angie a été choquée en réalisant que la fissure n'était pas due au solvant, mais à un cocon et à la possibilité que quelque chose en sorte. Il a demandé aux chercheurs de le disséquer maintenant pour savoir la vérité. Mais Anju a refusé de laisser le bocal aux chercheurs, l'a menacé d'arrêter les scans, leur a demandé de quitter la pièce, disant que l'université périrait s'il réveillait l'empereur dragon. Après ça, tous les chercheurs ont quitté la pièce sur ordre d'Anju. 13 a senti que c'était sa chance de voler, mais il a eu très froid après qu'Anju ait baissé la température à -30, puis il a eu des souvenirs de son passé et une douleur à la tête. Il a cru délirer à cause du froid. En s'approchant du bocal, il a décidé de le prendre en photo d'abord, puis d'essayer de le porter. En essayant de prendre une photo vers l'ouverture, il a senti que quelqu'un l'appelait de l'intérieur du bocal. Il a paniqué, a oublié les 5 millions et s'est contenté des photos. Mais il a remarqué que le paquet envoyé par le chef avant la mission lui était tombé. Alors il a quitté la pièce discrètement. Après ça, une personne mystérieuse est entrée et le boss lui a ordonné de verser le solvant dans le bocal et de prendre ce qu'il y avait pour 10 millions de récompenses. Mais après avoir appliqué le solvant, il a donné au dragon une partie de son sang pour le réveiller au lieu de le prendre. Pendant ce temps, César est en pleine confrontation avec May qui tente de le frapper à chaque coup. Mais il bloque avec ses capacités puis suggère de décider du vainqueur après 3 combats. César a esquivé ses attaques avec calme, entendant ses pas et le frottement du vent sur son corps. Il a été impressionné qu'elle l'ait presque dupé en utilisant son épingle à cheveux pour créer une autre version de ses mouvements. Au dernier round, César n'entend aucun son. Réalisant qu'elle est tout autour de lui, il doit deviner d'où elle va attaquer. Mais il voit d'innombrables épées venir de partout sans qu'elle va l'attaquer de face et parvient à bloquer avec sa lame. Mais a été impressionné par la précision de sa supposition et lui a demandé comment elle faisait des sons de toutes directions. Elle a pointé son arme sur lui, lui disant qu'elle n'avait rien à lui dire car elle était la victorieuse. Mais vite, une énorme explosion a frappé le bâtiment. Ils ont décidé d'une trêve et d'un match nul. Quand César a ordonné au système de Norma d'allumer les lumières, pas de réponse, alors Mayla a éclairé. En chemin, ils ont trouvé des empreintes vers un trou dans le mur. César s'est retourné, a trouvé le même trou dans la porte de l'ascenseur, réalisant que l'explosion venait d'en bas. D'autre part, Ming-Fei et Nono sont surpris en revenant à la voiture de la trouver démarrer seule. Nono décide de retourner à l'école. Quand le portable de Nona est revenu, elle a trouvé un message de César disant qu'ils avaient été attaqués par un dragon. Mais elle se sentait en sécurité avec César et Xiang, pensant que tout irait bien une fois arrivé. Pendant ce temps, la bataille entre Xiang et la fille masquée continuait. Les professeurs ont réalisé qu'elle essayait de le retarder, pas de l'achever. Quand Yudirian a remarqué l'intrus 13 se dirigeant vers la porte, il a ordonné aux étudiants de l'empêcher de s'échapper, mais il a continué à esquiver les balles à moto. Avant de partir, il a dit au revoir sarcastiquement, mais a été surpris quand une voiture l'a percuté. C'était la voiture de Ming-Fei et Nono. Ming-Fei s'est précipité vers lui pour voir s'il allait bien. 13 a pointé sa lame, en colère, mais a été stupéfait de réaliser que c'était son ami de chat en ligne. Ming-Fei a été surpris de voir que c'était son ami Liu Tang. Ils se sont serrés la main chaleureusement, oubliant la guerre. Quand Tang a dit qu'il était au travail et venait de finir, il a réalisé que c'était un voleur venu dérober un objet précieux de l'université. Il a accepté de l'aider à simuler une prise d'otage avec Nonono pour qu'il puisse s'échapper. Mais vite, une explosion derrière eux les a surpris. La température a monté. Dans le rétroviseur, ils ont paniqué en voyant un enfant dans les flammes, appelé l'un d'eux frère, pensant à un fantôme. Les professeurs ont ordonné aux étudiants de l'attaquer de loin sans s'approcher. Mais les balles ne pouvaient pas pénétrer sa barrière protectrice. Alors ils ont décidé de le traiter comme un dragon et ont ordonné de le tuer pendant que le garçon cherchait son frère. Les étudiants ont dit au professeur qu'ils n'avaient rien pour le blesser. Puis le garçon a utilisé sa capacité spéciale, provoquant une énorme explosion au centre du campus, atteignant Xiang et la fille masquée qui ont arrêté leur combat dès qu'ils l'ont vu. Quand Xiang a réalisé qu'un dragon était apparu devant les étudiants, utilisant le pouvoir de la flamme du souverain, il leur a dit de ne pas essayer de s'en débarrasser car sa capacité à contrôler les flammes le dépassait et de se cacher. Il a demandé à la fille masquée si c'était leur plan de libérer le contenu du bocal du dragon, mais elle a nié et est partie discrètement. Pendant ce temps, Glenn a contacté son père gardien de nuit pour réactiver sa capacité anti-Yanling, qui lui a dit que la capacité n'affecterait pas ceux avec un sang plus fort que le sien. Glenn a été choqué quand son père lui a dit que le garçon était probablement un dragon de première race, l'un des 4 souverains du dragon de feu impérial. De l'autre côté, May a contacté le chef, lui disant qu'un dragon était apparu sur le campus et attaquait tout le monde. Quand le boss a vu la vidéo, elle a dit que ce n'était pas Norton, mais Constantine instable.
Elle a réalisé que quelqu'un l'avait forcé à se réveiller, qu'il pourrait exploser à tout moment, libérant sa capacité spéciale, le dragon de flamme, et anéantir tout le monde. Pendant ce temps, Ming Fei se cachait derrière un pilier avec Nano et Tang, attendant la fin des tirs. Quand il a demandé ce qu'il faisait, Tang a dit qu'il était chasseur de primes, cherchant des trésors rares introuvables par les gens normaux. Il avait été engagé par un inconnu pour infiltrer l'université et voler une créature ado rare. Ming Fei a vu la photo du bocal sur le téléphone de Tang, réalisant que le dragon s'en était échappé et était en liberté. Tang lui a dit que le bocal était cassé quand il l'avait photographié et qu'il s'était enfui quand il avait senti la situation suspecte. Ming Fei a pensé à fuir l'université, mais craignait que le dragon ne les trouve à l'odeur. Personne n'a dit que ce dragon était différent, mais il semble les suivre ou chercher l'un d'eux. Mais malgré leur proximité, il ne les a pas vus. Ming Fei voulait fuir le dragon, mais a paniqué quand Finger, sorti de nulle part, lui a dit qu'il ne pouvait pas s'échapper sans barrière. Constantine, alerté par les cris de Ming Fei, l'a localisé et s'est approché. Finger propose d'aller à l'eau pour éteindre les flammes. Il file à la piscine, retrouve Kézar et Mai, et Finger lui demande de gérer le dragon. Finger, Ming Fei et Tang filent à la piscine. César s'étonne que Nana ne vienne pas. Elle dit qu'elle serait utile, comme au jour de la liberté, mais il répond que c'est différent, il ne peut pas se concentrer, il veut la protéger. Il lui a demandé de suivre les autres et protéger Ming Fei car Constantine le traque. Mais reçoit un appel du chef, attaquer Constantine sans métal ni feu qu'il maîtrise. Des balles en caoutchouc sont suggérées, plus faciles à toucher. Le plan a marché, ils l'ont touché, le forçant à reculer. Ordre est donné à tous les étudiants de tirer des balles en caoutchouc en même temps. Pendant ce temps, Ming Fei chillait à la piscine, ignorant l'enfer dehors. Finger lui dit que c'est le plus sûr, la magie du feu étant faible contre l'eau. Ming Fei réalise qu'il n'a pas présenté Finger et Tang, admire le job de Tang et le croit aussi fauché que lui. Pendant que Tang expliquait son job, il a eu un mauvais pressentiment sur Constantine, comme s'il l'appelait. Il sentait le dragon le cibler, ils ont paniqué à l'idée qu'il approche, Finger a suggéré de se cacher sous l'eau. Ils se sont cachés. Ming Fei a retenu son souffle longtemps jusqu'à ne plus pouvoir. En remontant, il était dans une immense piscine vaporeuse, sans ses potes. Il a nagé, a trouvé un chemin de roche et a compris que Mings avait créé cet endroit. Il l'a appelé, lui demandant de se montrer jusqu'à voir quelqu'un au loin. En s'approchant, c'était Constantine, l'appelant frère. Constantine s'est rapproché, sentant son odeur. Il pensait qu'il vérifiait s'il était son frère. En cherchant des repères, il a été choqué de voir un dôme triangulaire en flammes. Il s'est souvenu du palais de bronze enfoui, réalisant que c'était le dragon de l'université qui les traquait. Mings a traîné Ming Fei, il s'est retrouvé dans la piscine, comprenant en voyant les empreintes de Constantine. Le principal Anju est apparu, lui disant de le suivre. Au dernier étage, Anju lui a dit le connaître bien et ils ont vu le dragon immobilisé par les balles en caoutchouc. Anju lui a donné la pierre philosophale, une balle chimique capable de tuer le dragon empereur, et lui a demandé de l'utiliser. Ming Fei a hésité, disant qu'il n'avait pas la force. Anju lui a dit d'avoir plus confiance. Il a battu César et Zikang le premier jour. Puis il a révélé que Constantine avait un troisième œil sur le front qu'il devait frapper. Ming Fei s'est demandé pourquoi lui. Anju a dit qu'il était le seul à bouger lors de son moment zéro, puis l'a laissé pour la bataille. Finger, avec Tang, l'a traité de lâche pour avoir fui et abandonné Ming Fei. Tang a perdu le contrôle, entendant des pas, se sentant écrasé. Constantine les a vus cachés. En voyant Tang de près, il a perdu le contrôle, réalisant que c'était son frère, et s'est transformé en dragon devant tous. Anju s'est précipité, lui ordonnant de céder son trône. Il a utilisé son moment zéro, ralentissant le temps. Il a blessé le dragon à la tête pour révéler le troisième œil, puis a ordonné à Ming Fei de tirer. Quand Ming Fei a hésité, Mings est apparu de nulle part et l'a serré pour lui donner confiance. Il a touché le dragon avec la balle mortelle, lui faisant perdre le contrôle du métal. Les autres en ont profité pour l'achever avec des balles réelles. Il a sauté vers Tang, le voyant courir, et s'est tenu devant lui, le fixant dans ses derniers instants pendant que les étudiants le liquidaient. Son corps déchiqueté, il a dit à Tang de fuir. Mais Tang a nié le connaître et s'est enfui en pleurant, se souvenant que Constantin était son frère. Il lui avait dit qu'il mourrait en devenant humain, mais s'endormirait longtemps, se réveillerait et lèverait l'étendard de la guerre.
Après avoir pleuré, Tang a retrouvé sa forme originale et s'est tout rappelé. Il a ensuite utilisé sa capacité pour évacuer sa rage suite à la mort de son frère. Il s'est avéré qu'Anju avait réveillé Constantine du bocal, il l'a fait délibérément après avoir appris que son frère Norton, échappé il y a 80 ans, était un étranger. Anju a délibérément tué son jeune frère sous ses yeux. La garde de nuit l'a averti que la vengeance de Norton serait cruelle. Mais Anju s'en fichait, fatigué de sa vie de plus d'1 siècle, tous ses proches étant morts sauf la garde de nuit. Il lui a dit que personne digne de prendre sa place n'était apparu pour sauver le monde. Mais Anju pensait que Ming Fei était le plus apte, voyant en lui l'espoir d'être la lame qui détruit les dragons. Il voulait mettre fin à la guerre humain-dragon de son vivant, en éliminant les 4 souverains et l'empereur noir. La garde de nuit fut surprise qu'Anju sache pourquoi les empereurs dragons ne pouvaient être éliminés. À leur renaissance, ils scellent une partie de leur corps, contenant gènes et souvenirs dans un bocal pour renaître. Le secret est de les éliminer avant qu'ils ne créent un bocal pour leur partie scellée. La garde de nuit s'est demandé pourquoi ils n'avaient pas éliminé Morton. Anju voulait ses os pour la recherche, sentant que c'était le bon moment après que Norton ait perdu son lien vital avec la mort de son frère. Le lendemain, Ming Fei a tenté en vain de contacter Tang. Finger lui a raconté ce qui s'était passé après la mort de l'empereur dragon. Des hélicoptères ont atterri à l'université et se sont dirigés vers Valhalla pour une réunion secrète avec l'administration. Ming Fei a dit avoir rejoint le syndicat étudiant après la promesse de protection de Nana et a été surpris que Finger en fasse partie. Il a reçu sa carte du syndicat et doit assister à la réunion de César au palais. Pendant ce temps, César était avec Anju, parlant de l'empereur dragon et de son palais, et lui a demandé de poursuivre l'enquête. César pensait qu'il fallait envoyer quelqu'un dans les profondeurs avant que la fissure du tremblement de terre ne se referme, alors Anju lui a ordonné d'assigner Ming Fei à cette tâche. César rencontre les membres du syndicat et dit à Ming Fei qu'il ira à Chine après 2 mois d'entraînement, aidé par Nana. Ming Fei tente de refuser la mission, le convainquant qu'il ne serait qu'un obstacle, mais César lui dit qu'il a prouvé être une élite hier et son sang pur compense son manque d'expérience. C'est normal pour les rangs S de gérer des missions dangereuses et l'unité d'exécution manque de personnel. Ming Fei ne le croyait pas, l'université a plus de 6000 étudiants capables de combattre les dragons, dont au moins 200 de rang E. César lui a dit que l'université ne sélectionne que 2 étudiants de première année, lui et un autre ont été choisis par le principal. Ming Fei a été surpris que sa collègue soit 0 et encore plus qu'elle soit déjà membre du syndicat malgré sa personnalité introvertie. 0 essaie de le convaincre d'accepter la mission, mais il refuse. Il a rejoint l'université pour une éducation gratuite et ne veut pas se mettre en danger. César se fâche, beaucoup ont placé leurs espoirs en lui pour sauver le monde et lui dit de quitter l'université s'il veut une vie normale. Sa mémoire sera effacée et une histoire inventée sur son temps passé hors de chez lui. Nana les rejoint et accuse César d'être trop dur, tout le monde n'est pas allumé dans ce monde. Elle se demande comment il peut vouloir protéger le monde s'il le méprise. Elle demande ensuite à Ming Fei de décider ce qu'il veut faire et lui dit que sa protection prendra fin s'il quitte la fédération. Ming Fei n'a eu d'autre choix que d'accepter la mission et a dit à César de ne pas se fâcher s'il le gênait. Il a passé les 2 mois suivants à s'entraîner dur et intensément pour la mission avec les autres, jusqu'à pouvoir s'entraîner seul parfois. Après 2 mois, Ming Fei était prêt pour la mission et se sentait stupide d'avoir accepté. Finger lui a demandé qui serait son partenaire. Il pensait à 0, mais Finger lui a dit que les règles de l'IU interdisent aux conjoints et amants de plonger ensemble, donc Nana était plus susceptible d'être sa partenaire. Il s'est souvenu que Shang et Aki étaient amants, alors Finger a dit qu'ils n'avaient pas avoué leurs sentiments et personne n'avait fait le premier pas. L'université ne le savait pas. Puis il a voulu lui demander pourquoi il ne quittait pas l'université s'il ne progressait pas. Finger a dit qu'il ne supportait pas la solitude et que la nourriture de l'université était délicieuse. Ming Fei est furieux de sa raison de rester et lui dit qu'il pourrait mourir pour une raison si triviale. Finger réalise qu'il a peur de mourir car il ne peut pas utiliser le Yanling et lui dit qu'il le soutiendra car il peut accéder à une base de données réservée au rang S. Ming Fei le trouvait un ami fiable malgré son excentricité et lui a demandé s'il traînait avec lui juste pour passer le temps. Mais Finger lui a dit qu'il voulait s'allier avec lui car ils sont tous deux des losers et se comprennent. Ming Fei lui a donné sa carte de crédit, tout acheté sur le campus en récompense de son soutien et lui a dit de l'utiliser pour faire du shopping s'il mourait, mais Finger n'a pas écouté ces mots touchants et a commandé de la nourriture. Ming Fei était outré qu'il commande délibérément le plat le plus cher et lui a dit de l'utiliser seulement en cas de mort. Finger lui a rendu la carte disant qu'il y avait de fortes chances qu'il survive, les losers ayant souvent de la chance dans les situations difficiles.
À ce moment-là, Tang a invoqué le dragon Samson après être revenu à sa forme originale de Norton et lui a demandé de l'accompagner chez eux. Le lendemain, Ming-Fei s'est préparé pour la mission avec les membres du syndicat étudiant mené par Clan. Il s'est demandé pourquoi ils insistaient pour avoir un inutile comme lui en mission. Clan leur a dit que le navire était équipé pour résister à toute créature vivante rencontrée et a expliqué que la mission consisterait à détruire le navire. Ming-Fei sentait qu'il mourrait s'il lui donnait une bombe, mais il a été soulagé quand Clan a décidé que l'équipe de César et Zero s'occuperait de la détonation. Mais il a été surpris que Zero refuse de plonger, ne voulant pas être exposé au froid. Glenn a décidé que l'équipe de Nano et Ming-Fei s'occuperait de la détonation et il n'a eu d'autre choix que d'assumer et de plonger avec Nano. Après avoir mis leur combinaison, elle lui a dit qu'ils auraient assez d'oxygène pour 3 heures et devraient accomplir la mission dans ce délai. Ming-Fei s'est demandé s'il rencontrerait le dragon de Norton. Clan lui a dit que c'était peu probable, il devait hiberner pour se transformer en sa forme originale après s'être échappé de l'urne sous forme humaine. Le but de la mission était de détruire le palais de Norton pour qu'il n'ait nulle part où se reposer. Ils ont commencé leur mission et ont continué à plonger jusqu'au mur du palais de bronze. Clan a demandé à Ming-Fei de verser du sang dans le tube de la bouche de la statue pour ouvrir la porte. Mais la statue l'a mordu, il a crié comme un enfant et a essayé de lâcher sa main jusqu'à ce que Nanom l'aide. Il a décidé de faire demi-tour sous prétexte qu'il était gravement blessé. Elle lui a dit que c'était juste une égratignure au doigt et a bandé son doigt. Puis ils ont été surpris par l'ouverture de la porte du palais. Elle les a traînés à l'intérieur après que la statue ait parlé la langue des dragons et Nana a perdu connaissance un instant. Quand elle s'est réveillée, elle était dans le palais sombre et ils ont retiré leur masque à oxygène. Elle demande à Norma pourquoi le palais est stagnant, personne n'y étant entré depuis longtemps. Elle est surprise quand Norma lui dit que la meilleure explication est que le propriétaire est revenu, ce qui signifie qu'ils sont au même endroit que l'empereur Dragon Norton. Glenn déduit que le couloir indique qu'ils sont près d'une ancienne tombe. Ming-Fei est terrifié que Norton soit revenu à son palais. Glenn leur dit que la priorité de la mission est de revenir vivant. Il a ensuite demandé à Ming-Fei de boire de l'eau autour de lui et quand il l'a trouvée potable, il a confirmé que Norton était bien revenu. Glenn leur a ensuite demandé de verser un colorant dans l'eau et de le suivre jusqu'à la tanière. Nona a réalisé que c'était la dernière chose que Sheng et Aki avaient se trouver avant de mourir. Puis ils ont remarqué que l'eau avait cessé de couler et ont pensé avoir atteint la tanière. Mais ils ont trouvé une énorme statue de bronze. Ming-Fei a suggéré de mettre la bombe à l'intérieur et de faire demi-tour. Mais elle lui a dit de mettre le masque à oxygène, de regarder devant et à reculer de quelques pas. Ming-Fei a été surpris qu'elle le pousse dans l'eau, il aurait refusé de plonger si elle l'avait demandé, puis elle plonge après lui et lui dit que l'eau coule vers le bas, ce qui signifie un passage dans les profondeurs où se trouve le vrai dragon. Après un moment, ils disent à Clan qu'ils sont dans ce qui ressemble à un grand cimetière plein de squelettes, avec des marques de brûlure sur les os. Nona a réalisé que c'était les corps de la guerre d'il y a 2000 ans, le dragon les ayant brûlés vifs à l'entrée de la tanière. Clan leur a demandé de chercher l'entrée de la tanière, puis il lui est venu à l'esprit qu'il y avait une cachette secrète pour l'entrée. Elle a retiré le bandage du doigt de Ming-Fei, a pris sa main et l'a posé sur des inscriptions au sol. Elle a confirmé sa supposition quand un portail s'est ouvert avec son sang, puis une tornade d'eau les a frappés jusqu'à ce qu'ils perdent contact avec Clan et que leurs cordes soient coupées. Clan et César ont utilisé leur capacité pour les chercher dans les profondeurs marines. Ming-Fei et Nona se sont retrouvés dans un endroit étrange dans les profondeurs qui ressemblait à une forêt. Après quelques minutes, ils ont réalisé qu'ils étaient à l'intérieur de la tanière. Nona décide de demander à Norma, mais à leur surprise, leurs cordes attachées au navire sont coupées, alors ils décident de vérifier la pièce jusqu'à trouver quelque chose d'important. Elle voit un aperçu du passé de Norton et Constantine et décide de diagnostiquer la situation avec l'aide de Ming-Fei, lui demandant de la protéger si quelque chose arrive. Elle est surprise de rejouer une conversation d'il y a 2000 ans entre les deux frères. Ming panique quand il sent Constantine derrière lui et trouve Nona soudainement mal. Elle lui dit ce qu'elle a découvert. Le jeune frère était malade, faisait des statues et ils passaient la plupart de leur temps ensemble à l'intérieur. Ming-Fi réalise qu'elle a des pouvoirs surnaturels pour diagnostiquer et analyser et lui dit qu'elle a fait de même avec lui. Elle n'était pas contente quand il a déchiffré la carte. Elle pensait qu'il regretterait et quitterait l'université, mais il a rejoint le syndicat étudiant et est devenu son disciple. Ming-Fei l'a trouvé comme une voyante ou quelque chose. Alors il lui a demandé de poser la bombe et de faire demi-tour rapidement. Quand Nana a voulu prendre la bougie, elle a remarqué qu'il n'y avait pas de tube de carburant, ce qui signifie que quelqu'un l'avait allumé. Ils se sont précipités dehors, réalisant que le dragon Morton était proche. De retour au cimetière, ils n'ont pas trouvé leurs cordes et Nana a réalisé que la pression de l'eau baissait. Ils sont retournés à la tanière et ont essayé de trouver une autre sortie avant que le palais ne s'effondre. Ming-Fei se souvient que la même chose est arrivée à Sheng et Aki
Avant leur mort, et suppose que la sortie du palais n'a peut-être pas changé d'emplacement, il décide de plonger et à la porte, Nona lui dit de surveiller sa valve manuelle car il ne pourra pas atteindre la surface si elle se casse et fuit l'oxygène. Pendant ce temps, César a insisté pour y aller lui-même les aider, même si Zero ne pouvait pas mourir. Mais Clan lui a dit que le sol changeait constamment là-bas et il serait difficile de prédire ce qui se passerait avec l'empereur dragon avec eux. Elle lui a permis de descendre les chercher si une heure passait sans leur retour. De l'autre côté, Ming Fei et Nana luttaient pour s'échapper du palais qui était sur le point de s'effondrer. Ils se sont retrouvés perdus à l'intérieur et incapables d'utiliser le système Norma car les cordes étaient en coupé. Ming Fei s'est souvenu qu'il avait encore la compétence de carte donnée par Mings et a décidé de l'utiliser à nouveau. Quand il a entendu la voix de Finger essayant de communiquer avec lui via son ordinateur, il a crié à l'aide et lui a demandé la carte du palais de bronze avant qu'il ne soit trop tard. Quand Ming Fei a utilisé sa capacité pour communiquer avec Finger, Glenn a ressenti un violent mal de tête et a réalisé que quelqu'un utilisait sa tête comme mécanisme pour envoyer des informations. Finger a ensuite vérifié la carte sur son ordinateur et a dit à Ming Fei de s'échapper par la porte en dessous d'eux. Finger souffrait d'un traitement de données lent car il était de rang F et les utilisateurs de bas niveau recevaient des appareils inutiles. Klein a décidé de lui donner un accès de rang B, mais Finger a dû pirater le réseau de l'université pour obtenir un accès de rang S et a demandé à Eva de prendre le relais. Ming Fi et Nanaima ont suivi Finger vers une zone chaude. L'équipage voit la température de l'eau monter, Zero capte que l'empereur dragon les traque. Glenn craque sous la pression de son pouvoir, mission foutue. César prend le commandement pour sauver Ming Fei et Nono, distribue les tâches. Surprise, le dragon attaque la baie des torpilles, tue le commandant et fait exploser les moteurs. César capte que le sonar ne détecte pas le dragon. Il était caché sous le navire depuis leur arrivée, attendant le bon moment. Il décide de fuir pour le forcer à les suivre. Zero voit quelqu'un sur une montagne, pas l'empereur dragon. C'est Norton, le dragon impérial de bronze et de flamme. Quand Norton plonge, César arrête le navire et voit à l'écran qu'il a tué son dragon serviteur. Norton, fusionné avec Samson, prêt à détruire le navire. Loin sur une montagne, Mei charge une balle de pierre philosophale dans son sniper. Le boss lui a dit de se débarrasser de Morton si besoin. De leur côté, Ming Fi et Nano, toujours coincés dans le palais, ont suivi Finger. Ils sont entrés par une porte et ont trouvé un corps en combinaison de plongée universitaire tenant un livre. Nona a compris que c'était Shang. Pas de tube à oxygène, il l'avait donné à Aki. Elle a pris le livre, lui a dit adieu. Ils l'ont senti les encourager à donner le meilleur. Puis le lieu s'est effondré, ils ont fui, mais ils avaient oublié la sortie de Finger. Ming Fei panique, veut redemander, se retrouve sur une corniche. Son autre, lui, le gronde. Arrête de compter sur les autres, réfléchis, utilise ta force. Il cherche la sortie, résout l'énigme, puis trouve le gardien. Étonné, sa blessure ne saigne plus grâce à l'eau. Le plafond s'approche, Nano doit l'arrêter, lui demande de se couper avec un couteau pour ouvrir la porte. Nono lutte pour retenir le plafond, saigne, il se souvient de ce qu'il s'est dit, prend sa décision. Il retire son masque à oxygène, se mord le doigt pour ouvrir le portail, puis perd connaissance. César vise le point d'amarrage le plus proche, Norton les suit, l'équipage, moteur hors service, plus d'armes. César a un plan en tête. Ming Fei revoyait ses souvenirs de lycée quand Nana l'a giflé. Il reprend conscience. Ils ont survécu. Sa combi et HS, Nana partage son oxygène, il n'en reste que la moitié. Ming Fei était soulagée d'être sortie de la pièce. Elle lui dit qu'ils sont toujours mal, 80 mètres de fond, et Ming Fei subit une énorme pression. Sa combi est défectueuse, Nana lui donne la sienne. S'il arrête de respirer, ses poumons explosent. Elle est douée en apnée, peut tenir, elle lui a promis de le protéger. Pendant ce temps, César descend la cloche de plongée pour les atteindre et les remonter. Seul obstacle, Norton. Mais César est surpris, Zaihang arrive en hélico pour les aider. Nono donne sa combi à Ming Fei, lui dit qu'ils vont remonter. Ming Fei voit que la bombe a explosé, gaz toxique, Nono est en danger sans combi. César, lui, sent que les efforts de Zhang sont vains. Son pouvoir n'affectera pas Norton, qui contrôle flamme et métal. Le navire flotte en surface, mais coulerait au moindre dégât.
César ordonne de préparer des torpilles normales, la chimique étant détruite. L'assistant dit que ça ne blessera pas Norton. César répond qu'il mise sur le poids et la vitesse pour le frapper. Zero suggère d'attaquer de près pour qu'il ne puisse pas esquiver. César décide d'y aller lui-même, ordonne de viser le corps de Norton, pas le dragon. Il sort sur le pont face à Norton. Il se bande les yeux pour son super pouvoir, tire sur Norton pour le distraire. Zero va au hangar préparer les torpilles. César continue de tirer pour l'énerver et gagner du temps. Zero, dans la chambre de tir, ordonne au navire de foncer sur Norton. Mais Norton ne peut pas mourir à cause du pouvoir de César. Zhang s'approche, utilise sa flamme sur Norton qui bloque. Énorme explosion, tout le monde aveuglé par la lumière. Seul César voyait tout. Zero a compris pourquoi il s'était bandé les yeux. César ordonne le tir de torpille. Le plan marche. La torpille pénètre Norton sans qu'il réagisse, le propulsant loin. Xiong part, Norton noyé, signes vitaux disparus, son avion endommagé. César saigne des oreilles à cause du tir de torpille, commence à parler en langue des signes avec Zero. Elle lui demande comment il a appris la langue des signes. Il l'utilisait pour sa mère, devenue sourde après lui avoir donné son pouvoir. Il lui pose la même question. Elle n'a jamais communiqué, son élocution était si mauvaise qu'elle ne se comprenait plus. Elle a donc appris la langue des signes pour se parler. Ming Fei et Nano trouvent la cloche de plongée, enfin sortie du palais, soulagée. Elle ouvre, pousse Ming Fei dedans. Il est choqué, du sang gicle, elle n'entre pas avec lui. Nano a refermé la cloche sur lui pour le protéger avant de mourir de la blessure du dragon. Ming Fei, choqué, ne bougeait plus devant son corps. Il se souvenait de tout, la suppliait de ne pas mourir, regrettant d'avoir rejoint le syndicat étudiant, la voyant disparaître. Il perd le contrôle, hurle. Ming Fei perd connaissance, que se retrouve dans un lieu spatial avec Ming Zi. Celui-ci lui dit que son écran ne marchera plus. Ming Fei reste immobile, espérant se rétablir. Ming Zi lui dit que le temps passe dans le monde réel, même s'il reste là. Nana va se vider de son sang. Il peut mourir face au dragon de la première race noble, et la cloche ne le protégera pas longtemps. Ming Fei veut vite revenir à la réalité. Ming Zi lui dit qu'il peut la sauver en revenant, le temps ralentit dans le rêve. Mais il lui faut la force, il lui demande s'il a un but dans la vie. Ming Fei refuse de répondre, mais fonce quand Ming Zi dit pouvoir l'aider avec Norton. Ming Zi insiste. Pourquoi Castle University ? Il répond qu'il voulait rendre sa famille fière. Mais il a triché à l'examen, s'est retrouvé rang S sans raison. Ming Zi lui dit qu'il a fait une erreur en rejoignant le syndicat. C'était un loser qui voulait la plus jolie fille. Ming Fei justifie avoir accepté le syndicat car il s'est senti important. Il avait passé sa vie à se sentir insignifiant, à le croire et à se plaindre de ce que les gens pensaient-ils de lui. Il ajoute avoir vu une lumière quand Nono est entré au théâtre ce jour-là, le sortant de sa vie. Il s'est senti super quand tout le monde le regardait, comme s'il le remarquait. Ming Zi, elle l'a fait par pitié, elle avait souffert et n'aimait pas ça, pas par amour. Ming Fei était en colère d'être un loser, de compter sur la chance. Il décide de ne plus l'être, d'aider Nona et demande à Ming Zi de le réveiller. Ming Zi sent que l'émotion submerge sa raison. Ming Fei jure que Nona ne mourra pas, réalisant que son vœu n'était pas la vengeance. Alors il décide de l'aider. Un pacte. Il pourra l'invoquer 4 fois en échange de sa vie. Ming Fei trouve le prix trop élevé pour sauver Nono et demande quand il prendra sa vie. Ming Zi, il prendra sa vie dès qu'il se sentira seul au point de désespérer. Ming Fei accepte. Ming Zi sent que Nanom l'a tellement changé qu'il mourrait pour elle, mais Ming Fei dit qu'il suffit d'éviter 4 invocations pour annuler le pacte. Ils scellent leur contrat. Ming Chi, fier d'avoir piégé Ming Fei, lui donne les compétences nécessaires pour la réalité et lui explique ses pouvoirs. Il pourra empêcher l'adversaire d'utiliser ses pouvoirs, contrôler la vie elle-même. C'est permanent, pas comme les autres pouvoirs temporaires. Ming Fei demande ce qui se passe s'il échoue. Ming Zi le laisse utiliser d'autres pouvoirs, lui donne César, puis le jette à l'eau pour qu'il revienne à la réalité. De retour, la situation est la même. Il retire l'oxygène, sort de la cloche et donne un masque à Nano. Il s'approche, utilise ses pouvoirs pour la ramener à la vie.
Norton tente de la transpercer avec sa queue, mais Ming-Phi la brise au contact. Il l'attache à la corde de la cloche, le navire la remonte. L'équipage reçoit le signal de secours. Ils sont vivants. Ming-Phi, sûr qu'elle est en sécurité, se prépare à affronter Norton seul. Il demande à Ming-Zi pourquoi il n'a pas de pouvoirs offensifs. Ming-Zi lui dit qu'il a ce qu'il faut, le livre de Shang contient les pouvoirs des 7 péchés capitaux. Heureusement, Meliodas et sa bande ne sont pas là. Ces pouvoirs, c'est Norton lui-même qui les a créés. Il pensait que le déclin des dragons venait de leurs 7 péchés capitaux. Il conseille à Ming-Fei d'utiliser l'épée de la colère contre Norton, assurant que ça marcherait. Ming-Fei décide de voler le pouvoir de Norton pour l'utiliser contre lui et l'attache pour l'empêcher d'agir. Puis il défie Norton en duel. Quand il fonce, Ming-Fei lui jette le livre, ordonne d'invoquer les 7 péchés comme arme. Il s'étonne de ne pas pouvoir invoquer le rat. Ming-Zi lui dit que ça ira avec ceux qu'il a, mais prudence. Il attaque le dragon Samson, lui arrache la mâchoire avec les armes du péché. Ming-Zi voit qu'il ne peut pas manier ses armes librement en nageant, l'aide à mieux les contrôler. Ming-Fei continue de déchiqueter le dragon jusqu'au coup fatal. À ce moment, la portée de Ming-Fei atteint le pont du navire. Ming-Zi lui dit de profiter de leur force égale et d'en finir maintenant. Les dragons ne se fatiguent pas et ils seraient vulnérables si le combat durait. Ming-Phi ressent le silence après la disparition du dragon. Il se souvient de Nono. Le plus grand défi d'un plongeur, c'est la solitude des profondeurs, où le sentiment de mort s'intensifie. Mais Ming-Fei s'en fiche de mourir, personne ne s'en souciera, sauf Finger. Ming-Zi lui demande s'il souffre à l'idée de sauver le monde quand personne n'a besoin de lui, et s'il désespère de sa vie pour qu'il la lui prenne. Ming-Phi répond qu'il n'a rien à désespérer, il est seul, pas de copine. Il va tuer le dragon pour sa future copine. Ming-Zi lui dit de viser Norton lui-même, pas le dragon fusionné. Il décide d'utiliser le vent noir pour le trouver, mais le bruit ambiant est trop fort, il n'entend rien. Il lutte contre le vacarme, puis décide que ses amis ne mourront pas ici, il sauvera Nano. Le bruit disparaît, le silence se fait. Il trouve le dragon, fonce à toute vitesse pour l'attaquer. Près de Norton, il est choqué, c'est Tang son ami. Sa défense faiblit, Norton l'attrape et l'étrangle. Ming-Fei lutte. Ming-Zi décide de l'aider, lui donne l'épée, Ming-Fei la prend, la plonge dans Norton et l'achève d'un coup, sa force étant réduite de moitié après la mort de son frère. Ming-Phi se souvient de leurs moments ensemble, leurs discussions sur internet, l'aide pour l'université, il pleure jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Pendant ce temps, l'équipage aide Nono, la stabilise jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience dans les bras de César. Tout le monde la salue, Ming-Fei flotte en surface, regardant le ciel, inaperçu. De son côté, Mei voit que ça va, Norton est toujours vivant, mais son corps raide s'éloigne en nageant. Elle décide d'abréger ses souffrances, tire une balle de pierre qui lui transperce la tête, causant une énorme explosion et sa mort. Quelques jours après la mission, de retour à l'université, le directeur Anju dit à Ming-Fei qu'il a eu des notes parfaites ce semestre. Il se demande si tuer le dragon impérial était si dur. Anju lui dit qu'il a eu de la chance de participer à sa première chasse au dragon et qu'il n'a qu'à écrire un essai sur son expérience. Il lui dit qu'il a validé une théorie suspectée depuis des décennies. Le dragon noir a délibérément créé les 4 souverains comme des jumeaux pour se soutenir ou pour un remplaçant en cas de mort. Ming-Fei demande pourquoi les empereurs dragons prennent forme humaine. Anju lui montre Norton en Tang. Les humains sont moins méfiants. Tang a grandi en orphelinat après la mort de ses parents adoptifs. Puis il a déménagé dans les bidonvilles après le lycée, donnant son argent à l'orphelinat, d'où sa pauvreté constante. Ming-Fei demande pourquoi il est devenu dragon impérial Anju. Il l'était depuis le début, mais il est mort en guerre, a créé un pot de réincarnation avec son frère. En sortant, il a perdu la mémoire, a commencé une nouvelle vie à 20 ans, alors qu'il en avait plus de 100. Il était convaincu d'être humain jusqu'à retrouver ses souvenirs. Ils ont pu l'éliminer car il n'a pas eu le temps de faire une autre urne et a choisi de fusionner avec son serviteur. Ming-Fei était frustré et attristé par sa perte. Anju lui dit que leur amitié aurait pris fin de toute façon. Son frère avait donné sa vie pour le protéger, ce qui l'a poussé à la vengeance. Ming-Phi demande pourquoi Anju cache la vérité sur les dragons. Anju, pour protéger les valeurs du monde. Cette info causerait le chaos si elle se répandait. Ming-Phi est surpris quand Anju lui donne une lettre, l'écriture de sa mère. Il lit, pleure. Elle est fière, s'excuse de l'avoir abandonné et dit qu'ils pourront se voir après l'université.
Anju lui demande de garder les détails de la mission secrète. La torpille de César a été annoncée comme cause de la mort de Norton. Quand Anju demande comment il a récupéré si vite, Ming-Zi lui ordonne de se taire et de ne pas parler du pacte. Anju lui dit qu'il lui fait confiance, quoi qu'il arrive. De retour dans la chambre, Finger est surpris qu'il ait bu le thé avec le directeur, un honneur, mais Ming-Fei s'en fiche, furieux de l'article de Finger. Le retour de la momie, avec une photo de lui bandé, genre singed de LOL. Alors qu'il se disputait avec Finger pour qu'il supprime son article, on frappe à la porte. Surprise, César, en tenue de cuisine, veut du sucre. Il se demande s'il vit en face, cuisine seul et pense que sa famille est ruinée. Mais en jetant un œil, il voit Xiang l'aider à cuisiner avec son épée. Finger se souvient que c'est la Saint-Valentin, il prépare sûrement ça avec leurs proches. Il demande s'il a eu des bonbons. Nono entre, donne des bonbons à Ming-Fei qui est super content. Première fois de sa vie. Il voit Nono le remercier de l'avoir réveillé après son évanouissement au barrage. S'il ne l'avait pas entendu, elle n'aurait pas survécu. Il dit avoir fait son devoir de subordonner. Elle lui demande de ne pas être modeste. Ming-Fei sent qu'elle tient sa promesse, qu'il a une place dans son cœur. Elle l'invite à manger une pizza, il dit devoir finir son article. Un collègue lui donne une lettre de l'étranger. De retour, il trouve un nouveau téléphone avec un SMS de Ming-Zi. Merci de l'avoir utilisé pour éliminer le dragon impérial. Le paiement, un quart de sa vie. Le tel, c'est pour l'appeler si besoin. Ming-Fei furax a failli le défoncer, mais a renoncé à ses pouvoirs pour rester avec eux. Anju checkait sa copie et a vu qu'il s'était dessiné à côté de Ming. Du coup, il l'a cramé pour l'accueillir à la fac.